Rayton, c'est 3 millions d'abonnés répartis sur 6 chaînes YouTube, une machine à contenu qui ne s'arrête jamais. C'est aujourd'hui 4 à 5 vidéos par semaine, des dizaines de millions de vues, et une équipe de 10 personnes entièrement dédiées à faire tourner son activité digitale. Et il gère aujourd'hui un véritable écosystème de contenu, du gaming au React, des concepts fous au live Twitch. Mais derrière cette machine, il y a une réalité plus sombre. 2 ans chez Webedia dans un environnement toxique, des dramas, de la drogue. Tu vas découvrir les coulisses de cette machine à contenu. Tout, t'as l'impression que le mec il va super bien, j'arrête la vidéo, je pleure. Les sacrifices, les erreurs, les galères et comment est-ce qu'il gère son équilibre perso avec brio pour durer malgré tout. Je pense qu'en tout, on a dû me voler peut-être 40 000 €. Rayton sur Solocrea, c'est parti. Petite info, mais ce podcast vous est présenté par la Creator School. Imagine un espace grâce auquel tu peux échanger avec des créateurs qui comprennent vraiment ton quotidien. Une communauté et un collectif qui s'entraident, qui partagent et qui se retrouvent régulièrement chaque année dans des lieux d'exception. C'est la Creator School et si tu vis aujourd'hui de la création de contenu, alors c'est fait pour toi. Tu peux découvrir tout ça et t'inscrire en description. Bienvenue Rayton, Charles, sur le podcast. Je suis très content de te recevoir parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en vrai, c'est la première fois et j'ai énormément de questions pour toi. Je pense que tu es l'invité pour lequel j'ai le plus de fiches en 30 épisodes, tellement j'ai de questions. Mais en même temps, ça se justifie. Pour moi, tu es le charbonneur originel. Tu vas me raconter, mais déjà, tu as 6 chaînes YouTube. T'as quel âge déjà ? Actuellement, j'ai 27 ans. Je les ai eu il y a pas longtemps. Et oui, ça va faire 10 ans, un truc comme ça, que je fais YouTube. Ouais. T'as commencé en 2016, je crois. En 2016, j'ai commencé à prendre ça vraiment sérieusement. En fait, je faisais des vidéos déjà avant sur les jeux vidéo, sur World of Warcraft, tout ça. Mais à partir de 2016, je me suis dit, ok, il y a moyen d'éventuellement faire une vraie carrière. Et du coup, j'ai continué à partir de ce moment-là à poster ultra régulièrement, quasiment tous les jours. Et après, tu t'es dit, je vais carrément créer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième chaîne. Ouais, on crée notre petit empire, tu vois. Que ça, quand il y en a une qui marche pas, t'en as une autre qui rattrape, etc., etc. Et en plus, tu touches à tout. Et quand t'as beaucoup de chaînes, l'avantage aussi, c'est que pour les marques, tu peux avoir tous les portefeuilles. Si t'as une petite chaîne, tu peux bosser avec des marques qui n'ont pas beaucoup de budget. Sur la plus grosse, tu peux mettre des marques qui ont du budget un peu plus premium. Donc c'est stratégique, mais en vrai c'est surtout passionné à la base. C'est vrai que tu as des slots finalement sur le côté financier publicitaire pour n'importe quelle taille ou type de marque finalement. Ouais. Tu touches à plein de formats comme tu l'as dit. Je vais te laisser le soin de présenter un peu ce que tu fais et ton type de contenu. Parce que du coup, tu as 6 chaînes. Est-ce que tu fais la même chose dessus ? Non, du coup, spoiler, mais est-ce que comment ça marche ? Qu'est-ce que tu fais au niveau de ton contenu ? Alors en fait, les chaînes à la base, je les ai créées parce que quand j'arrêtais un type de vidéo sur ma chaîne principale, pour pas délaisser la communauté qui m'avait aidé du coup à grandir à ce moment-là, je créais une nouvelle chaîne où je continuais ce même type de contenu. Je donne un exemple. Au début, je faisais du gaming et au bout d'un moment, j'ai voulu arrêter pour avoir une plus grande expansion et tout parce que j'ai senti qu'il y avait un plafond de verre. Et j'ai créé une chaîne gaming où je continue à poster du gaming, mais la chaîne principale, du coup, elle est partie sur autre chose. À l'époque, elle était partie sur de la React, par exemple. Et quand je me suis dit, bon, la React, j'ai un peu fait le tour, j'ai créé une chaîne réaction et j'ai mis des vidéos concept sur la chaîne principale. Donc c'est plus pour la communauté à la base. Et donc niveau contenu, j'ai du gaming, réaction, concept, voyage, urbex, vraiment de tout, de la musique, j'ai vraiment tout fait littéralement. Tu sors 4-5 vidéos par semaine, un truc comme ça, et c'est des vidéos dans le sens montées, très travaillées, etc. Donc comment tu fais ? T'as combien de personnes qui travaillent avec toi ? En tout, dans la boîte, on va dire qu'on est 10. Donc il y a des freelances, il y a des salariés, mais en vrai on est 10. Et donc, il y en a des monteurs, on a des graphistes. Eux, ils bossent un peu partout dans le monde. On a des Japonais, des Brésiliens, tout ça. Et on bosse, du coup, à 10 environ sur la chaîne, sur toutes les chaînes. Ouais, mais pourquoi t'as des Japonais, des Brésiliens ? C'est pour un intérêt particulier sur le contenu, etc. Ou c'est pour... Ils savent plus faire le style que je demande et surtout, ils sont très, très réactifs. On a bossé beaucoup avec des Français. On bosse toujours avec certains graphistes français qu'on aime bien. Mais ils sont... En fait, ils ont tellement de clients déjà en France. J'ai l'impression que dans les autres pays, ils sont... encore plus rapide, tu vois, à produire. Par exemple, hier, on a demandé une miniature parce qu'on avait justement un graphiste français qui nous a sorti une miniature que nous, on a trouvé pas assez bien. Donc, on a demandé à un Brésilien et il nous l'a sorti vraiment dans la nuit, tu vois. Alors que l'autre a mis une semaine et demie à la faire. Ah oui, une semaine et demie, ouais. C'est pour ça que ça nous a sauvés un peu pour poster la vidéo. Ouais, une semaine et demie. Mais il y a l'avantage du fuseau horaire aussi. Est-ce que c'est un truc qui joue ? On n'a pas fait exprès à la base. C'est pas fait exprès, mais est-ce que là tu le sens Parce que je sais que je connais des gens qui font ça et qui font exprès d'embaucher sur des fuseaux différents. Quand ils produisent beaucoup, comme c'est un peu le cas pour toi, pour bénéficier des fuseaux, tu vas se lever le matin, voir le truc déjà prêt et enchaîner comme ça, tu vois. Alors, on n'a pas pensé à ça au début. En fait, moi, je me sers de X, Twitter,
comme une sorte de LinkedIn, parce que là-bas, il y a tellement de graphistes, et ça, d'ailleurs, je recommence à tous les graphistes, postez vos miniatures là-bas, parce que moi, tous les jours, je regarde, et dès que je vois quelqu'un qui fait des trucs de fou, je suis en mode, ok, je le suis, je lui demande son tarif, peu importe où il est dans le monde, et on bosse ensemble. Donc, c'est vraiment, moi, je marche comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as un peu un écosystème avec toutes ces chaînes, justement, et tout ce qu'il y a autour aussi, tous les formats. On va parler un peu plus en détail de comment est-ce que tu as construit ça brique par brique. Aujourd'hui, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as un peu une position que beaucoup de créateurs rêvent d'avoir, c'est-à-dire que tu as réussi à déléguer, à produire énormément, tu as une société qui tourne, tu vois, que ce soit opérationnellement ou financièrement, etc. Et en même temps, même si tu travailles beaucoup, j'imagine, tu vas m'en parler aussi, tu as quand même réussi à déléguer la majeure partie, ou en tout cas la charge mentale liée aux opérations du quotidien, ces 10 personnes qui travaillent avec toi, en fait. Le truc, comme on en parlait avant, c'est que moi, en fait, j'ai commencé à déléguer à partir de mes 800 000 abonnés. Donc vraiment très tard comparé aux autres youtubeurs, parce que j'en connais, ils ont 10 000 abonnés, ils ont déjà des monteurs, des graphistes et tout. Moi, j'ai mis super longtemps, parce que je me sentais pas encore en confiance financière. Même si je gagnais déjà très bien et tout, je me suis dit, c'est quand même un investissement. Et en fait, je voyais pas en quoi il était rentable. Mais une fois que j'ai goûté à ça, de pouvoir déléguer et d'avoir du temps pour développer d'autres chaînes, d'autres projets, d'autres marques, après, ça y allait. Hein. Genre, en fait, à plus qu'avant, je faisais tout. Par exemple, une vidéo, ça me prenait toute la journée. Donc, par exemple, si j'enregistre le matin, je fais le montage l'après-midi, je la sors le soir. Alors que là, en vrai, je peux, par exemple, plutôt enregistrer, parce que moi, c'est ce que je préfère faire, peut-être 10 vidéos dans la même journée. Je les envoie au monteur et pendant le reste de la semaine, je peux théoriquement ne rien faire. Soit effectivement tu travailles moins, soit ton temps de travail est mieux utilisé du coup pour produire plus de volume. Ce qui est plutôt la direction que tu as pris, j'ai l'impression. Ça permet de produire plus de volume, ça permet aussi d'être plus là pour ses proches, parce que du coup ça fait que t'es pas tout le temps en train de travailler. Si t'as tes amis ou ta famille qui a besoin de te voir, t'es beaucoup plus disponible parce que tu délègues et que tu fais confiance à ton équipe. Moi j'ai une confiance aveugle en tous les gens qui bossent pour moi. Et donc ouais, ça aide énormément, je trouve, pour le bien-être mental. Parce que sinon, je pense que tu pètes un câble au bout d'un moment. Donc si il y a des créateurs qui ont l'occasion à un moment de déléguer, je trouve que c'est bien. En dehors du fait que ça permet de faire vivre aussi d'autres corps de métier, comme les monteurs, les graphistes et tout, tu te sens moins seul. Parce que quand il y a une vidéo, par exemple, qui marche, vous êtes tous contents. Quand il y a une vidéo qui marche pas, vous êtes tous tristes, mais du coup, tu te sens forcément moins seul. Donc ouais, en vrai, moi, je trouve que c'est bien. 800 000 abonnés, c'est très tard hein, quand même. Parce que du coup, tu gagnais... Enfin, c'était quoi le déclic qui t'a fait essayer? Est-ce que c'est un moment où tu as commencé à gagner beaucoup plus et tu t'es dit, en vrai, là, j'ai le luxe de pouvoir déléguer ou est-ce que c'est une décision que tu as prise autrement? En fait, j'étais à Webedia et je voyais que tous les autres créateurs, ils avaient des équipes. Ils avaient des monteurs, ils avaient des graphistes. Et je fréquentais beaucoup Noah, du coup, un autre créateur à l'époque. Et lui, il m'a dit, tu sais quoi, en vrai, je vois que tu bosses beaucoup et tout. Tu vas plutôt prendre des monteurs. Et il m'a conseillé une société. On a commencé à bosser ensemble et en fait je me suis rendu compte que c'était ultra bénéfique pour la chaîne parce que ça permettait de sortir plus de vidéos, plus de vues, plus d'abonnés contents, plus d'argent pour produire plus de concepts, etc. Donc fallait que j'y goûte au moins une fois. Fallait un coup de pouce d'un pote quoi, pour se lancer quoi. J'avais besoin de quelqu'un qui le faisait déjà et qui avait confiance et qui fonctionnait déjà. Comment tu répartis ton énergie aujourd'hui du coup entre les 6 chaînes? C'est quoi un peu ton processus? Alors on va rentrer plus ou moins en détail mais je suis très curieux que tu me racontes un peu ta semaine type, tu vois, quand t'as 6 chaînes, comment est-ce que tu t'organises? Alors la vérité en fait j'essaie de me dire il y a des journées où je fais qu'un certain type de vidéo. Par exemple je vais dire le lundi ça va être que des réactions. Je vais en tourner par exemple 3-4 dans la journée. Un tournage ça dure entre 30 et 1 heure. Vu que je parle beaucoup, ça permet de faire des vidéos d'une vingtaine de minutes en moyenne. Et je fais ça. Le lendemain, je vais me dire c'est que du gaming. Mercredi, ça va être par exemple que des vidéos un peu house, donc des trucs où on déballe des colis à la maison, des vidéos un peu simples. Et je fais ça en fait tout le temps, tous les jours. Ça, plus le sport, plus les rendez-vous pro pour justement parler des plus gros concepts qui, eux, mettent peut-être des mois des fois à être faits. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que j'ai ça où j'essaye de me donner un rythme. Même par exemple pour les streams et tout, mais en fait mes abonnés le savent, c'est parce que tu streames aussi. Tu streames aussi, oui. Je stream sur Twitch. Et en fait c'est très compliqué parce que moi je voyage énormément pour les concepts sur la chaîne principale. Et des fois je suis pas là pendant genre 2 mois. Pendant 2 mois je suis je sais pas où dans le monde. Et du coup je peux pas live par exemple. Donc ça fait que c'est super difficile pour certains projets à être réguliers. Et du coup, Twitch, tu considères ça comme pas un side project parce que du coup, tu es très actif dessus quand même, mais tu as quand même un focus YouTube. Tu te définis comme YouTuber très largement avant tout, on est d'accord? Twitch, on va dire, c'est du bonus parce qu'en fait, moi, je suis fan de Twitch. C'est-à-dire que j'ai grandi avec et tout, et je me suis dit, c'est stylé d'avoir l'étiquette streamer Twitch. Quand j'ai eu ma certif sur Twitch, j'étais trop content. Mais la vérité, Twitch rapporte rien comparé à YouTube. Je fais ça vraiment pour les abonnés, pour le fan service, entre guillemets, pour être proche d'eux. Parce que vu qu'en fait, on est beaucoup moins sur Twitch et que c'est une communauté un peu plus âgée, je peux me permettre d'avoir certaines conversations avec les abonnés, certains sujets que je pourrais pas me permettre, par exemple, en live YouTube, que je fais aussi d'ailleurs. Mais par exemple, il y a des jeux, genre par exemple Valorant, je préfère largement le faire sur Twitch que YouTube. Mais sur YouTube, je peux faire du Minecraft, un truc qui parle plus au grand public et tout. Bien sûr.
Tu partages un peu tes chiffres ou pas sur les différentes chaînes c'est quoi tes chaînes, on va dire, les plus porteuses sur les 6 versus, on va dire, celles qui en ce moment, on va dire... Performe le moins? Ouais. Je vais dire, étonnamment, la chaîne principale, c'est celle qui performe le moins parce qu'elle coûte beaucoup d'argent à entretenir. Ah, tu parles financièrement, ouais. Ouais, on est tellement pas rentable, c'est genre vraiment sur la chaîne principale. Parce que des fois, par exemple, on fait des vidéos, on donne de l'argent, par exemple, à des petits streamers, ça coûte 10 000 € la vidéo. La vérité, on n'est pas du tout rentable, à moins que la vidéo fasse 2-3 millions de vues. Mais par exemple, la plus rentable, c'est la réaction. Parce que la réaction, il y a tout le temps des trucs à réagir, tout le temps des choses à regarder, Très et tu simple peux à faire produire. du daily upload dessus. Et la réaction, ouais, on est environ, on va dire, un mois bas sur la chaîne réaction, ça serait 15 000. Un mois haut, ça serait 30, par exemple. Et donc là, c'est juste pour cette chaîne-là. Donc, ouais, c'est elle qui permet des fois de feed justement la chaîne principale quand elle va pas assez bien. C'est marrant, c'est un schéma récurrent. J'ai l'impression, j'ai reçu d'autres invités ici qui me disaient que ouais, la chaîne principale était déficitaire à cause des gros formats, des gros concepts. Toujours. Et qu'en fait, il y avait une deuxième chaîne, souvent React ou Gaming, tu vois, qui permettait de renflouer un peu. Donc c'est marrant. Et donc, du coup, tu as un agenda qui est quand même assez millimétré de ce que tu me disais. Enfin, en tout cas, tu as une discipline aujourd'hui qui a l'air assez carrée, ce qui change, ce qui n'est pas le cas de la plupart des créateurs, en tout cas de mon expérience. Est-ce que tu as trouvé ça direct? Tu fais ça depuis 2016, le moment où tu t'es lancé, ou est-ce que tu es passé par des phases, je sais pas, justement où tu t'es perdu, de doute, ou alors de. Même si c'est un mot un peu galvaudé, mais tu vois, de burn-out. Est-ce qu'il y a des fois où c'était trop, quoi, de gérer autant de vidéos? Les vidéos, pas trop, parce que honnêtement, je suis un vrai passionné, j'aime vraiment faire ça et tout, même si demain ça gagne plus et que je fais plus ça à la même échelle, je continuerai de poster par plaisir. Les burn-out que j'ai eus sont plus liés à l'industrie en général, c'est-à-dire au drama qu'il y a que les gens ne voient pas, des trucs dans le bac, avec des agents, des managers, des youtubeurs, des talents et tout, de toutes formes, hein, genre des tiktokers, des streamers. En fait, on sait pas, mais il y a des dramas derrière qui sont énormes et qui pèsent beaucoup mentalement. Et ça arrive à un stade où, ouais, je me suis déjà retrouvé en train de, par exemple, à Webedia, de pleurer dans les escaliers parce que genre, j'en avais marre, genre, c'était en train de me rendre fou, en fait, toute cette pression et tout, qui, en fait, est nulle parce qu'au final, c'est pas productif, ça ne sert à rien, et tu te perds, en fait. Tu sais même plus pourquoi tu faisais ça à la base. Ouais, ça, c'est compliqué, ouais. C'est hardcore, mais c'est quel type de pression dont tu me parles là, par exemple, sur cet exemple précis? Du coup, c'est vraiment les relations humaines Ouais. qui te pèsent plus que la charge de travail, de ce que je comprends. Bah, en fait, il y en a plein déjà, ils ont la grosse tête de fou. En vrai, on dirait ils ont inventé le pétrole et tout. Ils te martyrisent, tu vois, ils te disent soit tu fais pas des assez bonnes vidéos, soit tu fais pas assez d'argent, donc au niveau des managers par exemple, alors que tu fais déjà ton maximum, mais ils veulent encore plus à chaque fois. Il y a des dramas en mode machin, dis un truc à un tel, dis un truc à un tel, et des fois c'est des trucs nuls, hein. C'est vraiment, ça ne sert à rien, c'est des micro-dramas, des trucs d'enfants, de collégiens. Mais en fait, ils mettent ça, avec l'ego, tu vois, avec le mix, bah ça fait qu'à la fin... on se retrouve dans des dramas de fous, des règlements de compte, des trucs plus hardcore, on va dire, plus physiques. Et ouais, ça rend fou, ouais, à ce niveau-là. C'était quoi, c'était combien de temps cette période On va dire que chez Webedia. le Webedia, je suis resté 2 ans. Et en fait, je pense que la première année encore, ça allait. Tu sais, t'arrives, tout est nouveau. En plus, c'est trop cool d'être à Webedia. Tu rencontres plein de gens super et tout, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes, hein. Là, on parle vraiment de 10%, mais ces 10% sont ultra nocifs pour le milieu. C'est beaucoup 10%. C'est ouais. beaucoup 10% quand même. Ouais, quand même. Et donc, ces gens-là, en fait, te rendent fou. Il y a beaucoup de vols. Genre, moi, je pense qu'en tout, on a dû me voler peut-être 30, 40 000 euros. Soit en m'arnaquant, soit littéralement me volant des choses, tu vois. Et du coup, ouais, cette partie-là, je pense que c'est plus la deuxième année. C'est quelle année du coup? C'est 2019, 2018? Ouais, peut-être depuis 2019, je pense. Ouais, 2019-2020, c'était très très compliqué, ouais. Mentalement, mais j'ai de la chance parce que j'ai une discipline de malade mental. Genre, je sais que j'ai jamais ralenti, même quand ça allait pas et tout, et que je me suis dit, oh là, je vais tout arrêter. Bah, j'ai quand même continué à recommencer, parce que je pense que c'est ça l'astuce, c'est quand t'as un échec, rebondir tout de suite, recommencer, parce qu'il suffit qu'il y ait une victoire sur 10 échecs pour que cette victoire-là soit vraiment savoureuse, on va dire. Complètement. Mais quand même, je veux dire, là, tu décris des moments qui avaient l'air particulièrement durs, tu vois. Tu donnes cette anecdote de Webedia là. Comment est-ce que tu sors de situations comme ça concrètement? C'était quoi ton driver, on va dire, à ce moment-là? Est-ce que c'est la passion, justement, uniquement des vidéos qui a fait qu'après, t'es parti, du coup, de Webedia, spoiler, au bout de combien? 2 ans? Ouais, 2 ans. Pour, pareil, hein, c'était... en gros, on avait un collectif. Et le chef du collectif a eu une embrouille avec quelqu'un qui bosse avec Webedia et qui avait permis qu'on ait les studios. Une embrouille d'ailleurs vraiment pas ouf, hein. Mais c'était encore un truc de thune, un truc sur un placement produit. Et du coup, le mec, il a un peu pété un câble et il a dit vous dégagez tous, quoi. Genre, si lui, il part, tout le monde part dans le groupe.
Et donc je suis parti en même temps. Ce Même, qui est étonnant parce que moi, genre, je pensais que c'était moi qui allais créer un problème et que j'allais partir. Au final, quelqu'un l'a fait avant moi, donc je suis un peu déçu, j'avoue. Est-ce qu'il y a des choses, que ce soit à Webedia ou pas d'ailleurs, parce que là on est sur cette, sur cet arc-là, on va dire, mais des choses, on va dire, d'autres anecdotes, on va dire, des choses que les gens ne sauraient pas forcément, on va dire, que tu as pu vivre. Ouais, bah une fois par exemple, on était à Webedia et on était dans mon studio. Et là, j'ai une streameuse qui vient me voir dans mon studio et qui me fait viens vite, il y a bagarre et tout maintenant. Et du coup, on arrive avec mon pote pour voir ce qui se passe et on voit que devant Webedia, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant une autre voiture d'un créateur de contenu. Il y a des mecs qui sont sortis full cagoulés, tout ça. Ils ont commencé à menacer la personne qui conduisait la voiture, ils lui ont mis un couteau sous la gorge. Après, ils ont sorti le créateur de la voiture, ils l'ont balancé par terre et ils ont commencé à lui mettre des coups et tout. Il a perdu des dents, c'était la folie furieuse. Sachant que c'était un mec qui en plus n'avait même pas le droit d'être ici, il était interdit, je crois il devait rester à Marseille en gros. Le créateur Ouais, il était, je sais plus comment on dit, mais tu sais, quand t'as pas le droit de quitter une ville, ok, ouais, j'ai pas assigné de terme. Oui. à résidence, je sais pas quoi, ouais. et donc il était là, donc c'était déjà ultimement n'importe quoi. Et tu sais, t'es là, tu te dis, mais les gens n'y croiraient pas. Tu sais, ils se disent, mais jamais de la vie, genre, Rayton ou même les autres créateurs, ils sont dans des trucs comme ça, tu vois. Ça m'avait bien choqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, et là, tu sais, tu vois quelqu'un se faire limite tabasser, c'est très grave, tu vois. La voiture, d'ailleurs, a été volée. Ils ont volé énormément de matériel aussi. Et d'ailleurs, pour anecdote, la personne, elle tournait une vidéo à ce moment-là. Et du coup, les rushs étaient dans la voiture, donc la vidéo n'est jamais sortie. Mais attends, c'est un film de science-fiction, on dirait que t'es en train d'expliquer. Comment tu expliques que ça ne se sache pas, justement, ce genre de choses-là, alors que du coup, il y a plein de gens qui avaient dû y assister. Si c'était la cohue, c'est... Ça vaut pas le coup d'en parler. Genre, dans le sens, pour les créateurs et tout, je suis pas sûr que pour eux, ça vaut le coup d'en parler. Certains étaient choqués. Normal, c'est quand tu vois ça, t'étais pas prêt forcément mentalement. Moi, j'en ai vaguement parlé en stream, mais en fait, c'est tellement touchy. T'as trop peur, tu sais, de dire le mot de trop et qu'après, on essaye de te couper la gorge. En fait, le problème dans ce milieu, c'est exactement comme dans le milieu de la musique, du cinéma, tout ça, c'est que dès qu'il y a trop d'argent en jeu, il y a des gens pas bien qui vont dedans, et c'est là que ça gangrène tout le milieu. Tu regrettes d'y être allé chez Webedia ou pas? Pas du tout, je regrette absolument pas Webedia parce que j'ai rencontré plein de gens super qui d'ailleurs je parle encore aujourd'hui. Webedia, je trouve que ça reste une très bonne opportunité de développement pour les créateurs et d'une certaine manière, ça te permet de te sentir plus valorisé. Parce que tu sais, t'as toujours le truc de t'es à Webedia donc t'es un peu plus quelqu'un, alors qu'en vrai ça change rien, mais à l'époque, nous c'est ce qu'on ressentait, c'est la première fois que tu y vas et tout. En vrai, ouais, je pense que tu te professionnalises un peu, tu rencontres des fois des gens intéressants et en fait, Webedia, tu peux rencontrer tout et n'importe quoi là-bas. Genre, par exemple, à un moment, je rentre dans l'ascenseur, je rencontre Black M. Ensuite, tu peux rencontrer Gims à l'étage. Ensuite, tu peux rencontrer des acteurs, genre des gens de tout milieu, en fait, pas que YouTube. Et c'est ça, en fait, la force de Webedia, c'est le réseau, je pense. Ah ouais, t'as gardé contact avec plein de gens que t'as pu rencontrer là-bas, ou pas trop, au final? Ouais, plus beaucoup, des créateurs? Ouais, beaucoup, ouais. Pas forcément que des créateurs, hein. Des directeurs artistiques, des agents, des trucs comme ça avec qui on s'est bien entendu. Parce que, comme j'ai dit, hein, vraiment, c'est 10% les problèmes, mais tout le reste, c'est quand même des gens qui sont là et qui ont envie de faire avancer les projets. Et ouais, non, ouais, franchement, ouais. Je regrette rien parce qu'en fait, ça m'a donné de l'expérience. J'ai vu, j'ai expérimenté, je suis content de l'avoir fait parce qu'au moins, genre, je peux me dire je l'ai fait. Et maintenant, je sais ce que je veux pas faire, du coup, je sais où je veux pas aller. Tu conseillerais, du coup, de manière un peu finale, aux créateurs de s'associer, on va dire, avec des agences ou les MCN, ça se fait plus trop, donc les multi-channel networks, mais je veux dire des diffuseurs, des régies, enfin, t'as compris, en tout cas, des grosses corpos, on va dire, qui gèrent les placements produits ? Ouais. En vrai, ça dépend. Genre, par exemple, on va prendre un exemple. Imaginons que on a un créateur qui dit je voudrais signer à Webedia. Webedia accepte. Bah moi, genre d'expérience, je pense que à moins qu'il te donne une contrepartie physique, par exemple un studio, ça vaut pas le coup. Mieux vaut bosser avec plusieurs agences, plusieurs agents et qui te rapportent un peu tous des placements produits que de te loquer en exclusivité avec un seul. Parce que si ça marche pas, si ils n'arrivent pas à te trouver des projets ou des placements, bah tu vas pendant 1 an ou 2 être là, t'auras rien du tout sous les mains. Et donc ouais, moi je pense que s'il y a une contrepartie, peu importe l'agence d'ailleurs, un peu plus physique, par exemple qui peuvent t'aider dans la prod ou des trucs comme ça, là ça vaut le coup de signer en exclu. Sinon, mieux vaut être un peu libre et tout gérer soi-même. Juste avant que tu arrives, sur l'épisode qu'on tournait avant, j'ai reçu une anecdote justement en off de cette erreur-là qui a été faite de signer en exclu avec une agence qui en fait n'apportait rien pendant quasiment 1 an et demi. Et en fait, ils se retrouvaient bloqués, quoi. On va dire, c'est vrai que quand t'es créateur, c'est compliqué de se retrouver en exclu avec quelqu'un qui t'empêche de partir et c'est une prise d'otage en fait, qui t'apporte pas de deal en même temps, quoi. Donc c'est complètement ce que tu viens de dire. J'ai un exemple. À un moment, j'avais signé avec un network qui appartenait à TF1.
Et j'avais signé parce que je me suis dit, oh, TF1, c'est un gros truc, tout ça. Et j'ai signé. Pendant 2 ans, j'étais loqué là-bas, contrairement parlant. Mais ils nous ont jamais rien fait pour moi. C'est-à-dire que vraiment, quand je dis ils ont rien fait, c'est-à-dire qu'on limite, on s'est jamais parlé. Les gens que j'avais en contact là-bas, ils ont été virés ou ils sont partis. On n'a aucune information sur rien. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps jusqu'à arriver à ce qu'ils nous envoient la lettre qui disent le contrat est rompu, vous pouvez aller ailleurs. Tu vois, ça a mis vraiment super longtemps. Ouais, faut se battre vraiment pour obtenir la résiliation, quoi, même quand... Ah ouais, surtout que tu t'attendais trop à des trucs de fou, mais en fait, il s'est rien passé. Et c'est juste, des fois, en fait, ils communiquent pas. C'est terrible. Moi, je name drop, en soi, je m'en fous un peu, mais j'avais eu le même type d'expérience avec Wizdeo. Ok. J'avais eu sur une première chaîne YouTube, mais c'était 2015-2016, donc l'époque où les MCN, donc les régies qui prenaient un cut sur les revenus AdSense existaient encore. Ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les créateurs, on reçoit en direct, on va dire, les revenus de Google, quoi, sans que ça passe par un tiers. Et moi c'était genre un montant abusé, quoi. C'était genre 30% et il faisait absolument rien. Genre 30% de AdSense, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est parce que j'avais 15 ans, tu vois, à l'époque. Ah, mais tout le monde est tombé dans le piège. Tout le monde, quand tu commences sur YouTube et que tu as une agence où vaguement tu connais le nom, et ben ils arrivent vers toi et tout. Souvent, en fait, t'es tellement pas éduqué et tu crois tellement que c'est une opportunité qui va changer ta vie, comme par exemple dans la musique signée en label, que t'es prêt à dire oui à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Mais la vérité, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, bien lire les contrats, c'est toujours super important. Même s'il faut payer des avocats, mieux vaut payer par exemple 1 000 € un avocat qui, si ça se trouve, te ferait économiser beaucoup plus d'argent, tu vois ce que je veux dire, si t'avais signé un mauvais contrat, tu vois. Comment tu gères toi aujourd'hui, du coup, toute cette partie commerciale, enfin depuis que t'es parti de Webedia? Alors, sache un truc, alors là, pour le coup, je suis une grosse fraude. Je ne gère absolument rien de ma boîte. Mais vraiment, absolument rien. Je ne me verse pas de dividendes, je ne me verse pas de salaire, je ne me verse rien. J'ai un collègue, on va dire, qui est mon manager / agent, qui lui gère absolument toute cette partie-là. Une fois dans l'année, j'ai un rendez-vous comptable où il me demande justement est-ce que je veux checker des trucs. Je dis non, je fais full confiance. C'est pas forcément un bon truc, mais je me dis, lui, par exemple, s'il essayait de me niquer, il aurait plus à perdre qu'à gagner. Donc, je fais confiance parce qu'en fait, j'aime pas cette partie-là. Tu sais, la partie paperasse, la partie sérieux, la partie un peu adulte, moi, j'aime pas. Moi, je préfère vraiment juste faire les tournages, penser au concept, créer des trucs et laisser vraiment toutes les galères administratives. Parce que imagine, je sais pas, je signe pas un bon document au bon moment ou je mets le mauvais montant et après t'as l'État qui me tombe dessus. J'ai pas envie d'avoir ce genre de problème. Je préfère payer des gens qui font ça bien et éviter tout ça. Donc t'as trouvé la bonne personne aujourd'hui, c'est ton associé ou pas du tout? C'est même pas... Ouais, vraiment. Vous êtes associé, quoi. Ouais, en vrai, il vit uniquement du coup de ma chaîne maintenant. Avant, il bossait pour Netflix. Aujourd'hui, il bosse uniquement pour moi et du coup, on fait full... à 2, quoi. Et ouais, comment tu vis aujourd'hui si tu te verses aucun dividende, aucun salaire, comment... Alors moi déjà, je paye énormément de choses avec les frais de société. Genre vraiment, je paye quasiment tout avec les frais de société parce que en fait, je dépense pas beaucoup d'argent en fait finalement. Pour mon personnel, à part les cartes Pokémon, globalement je dépense dans rien. Et du coup, je vis avec la SACD, donc le système de droit d'auteur français qui vous rémunère en fonction du nombre de vues que vous produisez. Donc vraiment, ils payent bien. Moi, ça me suffit largement pour vivre. Et surtout, j'avais mis énormément de côté à l'époque où j'étais auto-entrepreneur. J'ai investi beaucoup d'argent dans la bourse, dans la crypto-monnaie et tout. Donc là, aujourd'hui, je peux juste vivre de ça et vraiment laisser le plus possible dans ma boîte. Je veux que la boîte, elle soit toujours un gros capital ou qu'on peut investir avec ou quoi, mais je veux qu'elle ait aucun risque. Genre, si par exemple, demain, je poste plus de vidéos pendant 3-4 ans, je veux que la boîte, elle soit toujours là, qu'il n'y ait aucun problème et tout. Ouais. Ah ouais, ok. Ah oui, mais du coup, tu as fait des bons placements, donc assez early, assez tôt. Ouais. Là, aujourd'hui, les besoins quotidiens en dépenses que tu as perso, c'est la SACD, donc... la nourriture. C'est quoi le RPM? Ouais, c'est ça, c'est la nourriture. Je dépense que pour la bouffe. En vrai, la vérité... Ouais. Et le RPM, du coup, pour expliquer aux gens, donc il y a les revenus AdSense sur YouTube, où voilà, le CPM, le RPM, le revenu pour 1000 va varier. La SACD, c'est fixe, et ça augmente un peu chaque année, en plus, je crois. C'était 27 centimes les 1000 vues l'année dernière. Là, ça fait 30... Là, c'est 30, je crois, ou 29, quelque chose comme ça. Je t'avoue, j'ai pas checké les chiffres. Donc du coup, quand tu fais des millions de vues comme toi, ça suffit, quoi. Ouais, parce qu'on produit un truc comme toute chaîne confondue, je pense qu'on est environ à 25-30 millions de vues par mois sur YouTube. Mais en fait, la SACD, ils font pas que YouTube. Ils font aussi Instagram, par exemple. Et en fait, quand tu cumules, même si tu fais très peu de vues des fois, genre en fait, quand tu cumules les vues, le gros paquet à la fin, bah c'est génial. D'ailleurs, je pense que bientôt, ils feront Snap aussi. Parce que ils veulent faire tous les plateformes américaines. Donc TikTok Snapchat aussi, ils sont en discussion, mais bon, c'est pas... Ah ouais, aussi ils sont en discussion, mais ouais, on sait pas si ça va arriver. C'est incroyable. Oh, ça mettrait bien beaucoup de gens TikTok, hein. Mais du coup, moi, je vis uniquement de ça et ça me suffit. Et du coup, tu partages tes chiffres globaux sur la boîte. Donc, tu disais que ta chaîne React qui fait 15 dans les moins bons et 15 000 €, on va dire, et 30 000 € de chiffre d'affaires.
Donc tu as pas beaucoup de charges aussi, comme on a dit, avec la dizaine de personnes que tu paies en fixe plus les autres. Mais donc en termes de chiffre d'affaires uniquement, ça représente quoi ta société aujourd'hui? On va dire sur un mois vraiment basique, on va dire, on est à 30 000. Sur des mois plus ambitieux, on peut aller jusqu'à 70 par mois. Mais ça, c'est quand on a des placements de produits et tout, parce que ça gonfle énormément de chiffres. Mais le truc, c'est qu'on a énormément de dépenses. Genre, en vrai, quand on fait des vidéos, par exemple, des fois, on a fait des voyages. Ça coûte très, très cher, avec des expériences de fou, dans des Airbnb, dans des trucs comme ça, où on paye beaucoup de gens. Ça, c'est des concepts qui peuvent coûter 15, 20, 30 000 euros. Tu vois, surtout que moi, je prends toute mon équipe avec moi à chaque fois. Donc, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et ça ne me dérange pas trop parce qu'en fait, on vit des trucs ouf. Tu vois, peut-être qu'on cotise pas pour la retraite, mais on cotise pour les souvenirs. Donc, c'est incroyable. Ah, ça te passe, Ah ouais. Ouais. Donc, non, en vrai, c'est trop bien. On n'est pas débile, hein. On se met pas en full perte à chaque fois, mais c'est vrai que ouais, on dépense énormément. Donc, ça, c'est un truc ultra important. Et on n'a pas tant de placements produits que ça. On en fait très peu. Parce que, en fait, on veut que les placements produits soient de plus en plus premium. Genre là, par exemple, le dernier qu'on a fait, c'était avec Universal. Là, on a vu Paramount aussi, donc des marques un peu plus premium, beaucoup dans le cinéma d'ailleurs en ce moment. Ouais, c'est vrai. Et donc, on en fait très peu parce qu'en fait, on veut garder un minimum de standing de qualité. Et parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, certains placements produits, les gens, les commentaires, ils sont négatifs. Ils disent oh non, mais ça, c'est une marque éclatée et tout. Comment t'as pu en arriver là? Tu me déçois. Et moi, les commentaires, je les lis et ça me touche énormément. Donc, je préfère limite ne pas faire de placement produit et me dire qu'on vit déjà très bien grâce au AdSense. Quand on fait une OP, que ça soit un truc soit qui est ultra bénéfique à la chaîne, soit qui nous donne de l'aura, soit qui nous permet d'avoir des accès plus tard à d'autres opportunités. Là, on essaie de voir un truc avec Amazon, par exemple. Tu vois, c'est cool. C'est ce genre de marque qu'on aime un peu. Trop bien, ouais, pour pouvoir. Enfin, c'est un long chemin pour réussir à pouvoir se permettre de faire ça, généralement. Donc, Ouais. c'est stylé. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ton associé qui s'occupe de ça, du coup, aujourd'hui, les discussions avec les annonceurs et les marques? Ou c'est toi? Lui, alors, il s'occupe pas vraiment de ça. En fait, il parle avec d'autres agents, des agences et tout. On a des réunions et tout. Et en fait, lui, il se charge de, on va dire, prendre toutes les opportunités et me dire celle-là, je la sens bien, celle-là, on l'a fait, celle-là, on la sent pas, celle-là, il paye pas assez, celle-là, il demande trop de trucs improbables. Des fois, les marques, elles sont un peu reloues. Donc, ouais, il se charge de ça pour vraiment que moi, j'ai que à rec tout le temps, vraiment. Je suis une usine à enregistrement. Ouais, c'est ce que je disais au début, j'ai l'impression que t'es un athlète de haut niveau version enregistrement, quoi. C'est assez intéressant. Mais juste pour rester sur la partie revenu, donc 30 à 70 000 par mois, c'est une fourchette qui est assez grosse, du coup, en fonction des placements de produits. Est-ce que, du coup, à l'année, le mix des revenus, pour toi, souvent pour un créateur, ça va représenter 50 à 60% du chiffre d'affaires total, les opérations et les sponsors. Ouais. Est-ce que du coup ça se vérifie pour toi ou est-ce que ça représente moins que ça et en fait il y a une surpondération des AdSense? Ouais, non, nous c'est vraiment les AdSense, la SACD. Quand on fait des placements, du coup, vu que c'est du premium, on est bien payé, mais la vérité, ouais, nous on vit pas de ça. Nous, c'est vraiment les vues. Nous, c'est vraiment ça qui est le cœur de notre chiffre d'affaires. C'est trop bien. Ouais, ça veut dire que du coup, t'es vraiment indépendant des marques pour le coup. Ouais, plus dépendant des plateformes du coup, mais enfin voilà. C'était le but. Parce que le problème, c'est que quand t'es trop dépendant des marques, des fois, ça peut te ralentir pour tes sorties de vidéos. Des fois, ils peuvent te censurer certains trucs et du coup, t'es moins authentique. Et surtout, enfin, tu sais, ils te demandent des deadlines et tout. Et en vrai, j'aime pas ça. Genre, par exemple, j'aime pas les marques aussi qui, par exemple, imagine, t'as un lien d'affiliation et sur ce produit-là, il n'y a pas de vente, ils vont tout mettre sur ta faute alors que tu as littéralement fait exactement ce qu'ils ont demandé et juste que le produit n'intéresse pas. Genre, je te donne un exemple. À un moment, on avait fait un placement de produit avec TikTok. Ouais, c'était à l'époque et tout, pendant le confinement. Et TikTok, ils nous ont dit, on a eu 0 téléchargement suite à la vidéo. Et en fait, la vidéo, c'était une vidéo où je réagissais à des TikTok, donc comme ça, moi, c'est vraiment ciblé dessus. Mais en fait, je pense que parce que ma communauté, ils avaient déjà tous TikTok. Pourquoi télécharger un truc s'ils ont déjà tous, tu vois, c'est déjà trop connu. Je pense pas que c'est si utile que ça de faire des rendements. Ils étaient quand même contents de la collaboration, étonnamment, je trouvais ça très bizarre. Mais tu vois, c'est ce genre de truc, nous on n'a pas envie d'avoir cette pression-là. Et on préfère bosser quand ça marche bien. Et des marques, bien sûr, ça a très bien marché, ils ont eu beaucoup de rendements, ils étaient très contents, et du coup on a beaucoup collaboré avec eux. Mais ouais, ça c'est une pression que j'ai pas envie d'avoir. Genre de dépendre de ça. Si tu peux t'en passer, c'est sûr que c'est toujours mieux. Surtout au vu du volume de vidéos que vous envoyez, c'est bien de pas se contraindre avec des deadlines supplémentaires et tout, enfin des bâtons dans les roues au milieu. Parce que là, du coup, vous enchaînez vraiment quoi. Comment tu gères, on va dire, ta vie perso et ton entourage, ton équilibre, on va dire, perso avec autant de vidéos à produire? En fait, maintenant que j'ai du coup une grosse équipe et tout et qu'on est très rodé, genre ça va très très vite. Limite maintenant je parle même plus aux gens en fait, genre juste je mets les vidéos sur le drive, je sais que 2 jours après elles sont rendues. Si on a besoin de modifs, ils les font, en un jour ça revient. Mais du coup ça me permet d'avoir quand même beaucoup de temps pour mon entourage. J'essaie d'être vraiment présent pour ma famille parce que forcément tu sais, tu vois tes parents vieillir, tu vois
les grands-parents partir, tout ça, et du coup, tu as envie d'être plus là pour eux, et je trouve que c'est un luxe, et j'ai une reconnaissance de fou de pouvoir me permettre ça, d'être là pour eux. Mes amis aussi, parce qu'en fait, moi, la plupart de mes amis sont pas créateurs, donc ils sont encore dans mon ancienne vie, entre guillemets, et le monde actuellement, pour les créateurs de contenu, on est très content. La vérité, on vit une vie de luxe, mais quand tu vois du coup les potes derrière qui galèrent de fou, qui sont en pas de taf, soit ils ont des problèmes avec la justice, soit ils ont tout perdu parce qu'ils ont voulu monter une boîte, ça a échoué, machin, bah t'as envie d'être là pour eux, de les aider, tu vois. Genre, je te donne un exemple, par exemple, mon meilleur pote, tu vois, il a toujours voulu aller aux États-Unis. Je me suis dit cette année, bah, tu sais quoi, il a 0 thune. Je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y, je te le paye, viens, on y va la semaine prochaine, vas-y, on va à LA, on va faire des trucs. Donc, il était trop content, quoi. Genre, on est parti 2 semaines, il avait rien à payer. Et moi, ça m'a fait plaisir de faire plaisir à un ami. Voilà, et je fais ça globalement pour tous les gens dans mon quotidien, quoi. Genre, ils savent. En vrai, je suis pas un radin, donc s'ils ont besoin d'argent, ils savent qu'ils peuvent toujours me demander si c'est important ou quoi. Même ma famille, bon, ils me le demandent pas parce qu'ils ont de l'ego normal, mais. Ils savent que genre je suis là pour cover s'il y a besoin. Régale le voyage à LA. Ouais, mais je fais ça souvent parce qu'en fait ça fait plaisir de faire plaisir aux amis. Ça sert à rien en vrai de gagner de l'argent si tu fais pas plaisir à tes proches. Mais c'est bien que t'aies le temps de l'avoir parce que moi je te vois. Enfin du coup c'est quand même un peu le cas. J'ai l'impression que t'es assez modeste, mais je pense que t'es quand même un hustler dans l'âme. C'est-à-dire que enfin tu vois, pour avoir une discipline on va dire aussi poussée. Enfin, en gros, faut que les vidéos sortent, quoi. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de pauses, etc. Alors, à moins que tu arrives vraiment à batcher. D'ailleurs, je crois que je t'ai coupé tout à l'heure quand tu me décrivais ta semaine. Mais parce qu'il y a aussi les contenus verticaux dont on n'a pas parlé, etc. Est-ce que tu fais des originaux? Si on reprend de zéro, pardon, redécris-moi ta semaine à type, un petit peu. Comment tu l'as répartie? Parce que je pense que ça intéresse énormément de gens. Je vais plutôt te donner une journée type. Okay, vas-y, journée type. Une journée type classique, je me lève à 9h. À 9h, pas de petit déjeuner, ça va à la salle tout de suite. Donc ça va à la salle de sport, ça réveille bien pendant 1 heure et tout, parce qu'en fait, vu qu'on fait beaucoup de vidéos, on a besoin d'être assez bien physiquement. Bah du coup, c'est important aussi d'entretenir son corps et son esprit. Moi, je suis dans ta team. Noah ne l'est pas. Non, mais c'est important parce que je me dis, en fait, quand t'es youtubeur ou quoi, pour moi, c'est un peu comme être un athlète. Tu vois, tu dois toujours être dynamique et tout. Il faut pas que tu sois fatigué. Donc, tu vas à la salle. Ensuite, petit déjeuner, douche, rec. Ensuite, ça rec. Petite pause pour manger le midi ou juste souffler ou un truc comme ça. Ensuite, ça re-rec, ça part en réunion. Ensuite, micro-pause, pareil, genre 15-30 minutes. Je sais pas, je vais parler à mes potes et tout parce que j'ai des potes qui vivent chez moi, du coup, maintenant. Et après, ça part en live. Donc, généralement, le live, c'est de 18h à 20h. Et à 20h, je cut. Je cut tout. Voilà, à moins qu'il y ait un truc qui fasse qu'après, par exemple, on a un événement, une avant-première ou une compétition ou quoi que ce soit. Je cut tous les jours à 20h. Pour ma santé mentale. Et après, il n'y a plus de YouTube. Voilà. Et je reprends le lendemain. Et tu live quand? Parce que les lives, c'est le soir, généralement. Ouais. Généralement, c'est 18h, 20h. Ah, okay. Je suis pas régulier parce que du coup, j'ai trop de projets. Par exemple, bah là, je suis avec toi. Donc, je sais que ce soir, s'il y a un live, il va être un peu décalé. Mais généralement, tu vois, je me prends pas trop la pression vu que les lives, c'est plus du bonus content et que je n'attends absolument rien de mes abonnés. Souvent, je leur dis même, me faites pas de dons, en fait. La vérité, me faites pas de dons. Donnez plus à des gens qui en ont besoin, des plus petits streamers. C'est quand t'as le temps, quoi, en bonus. Ouais, en fait, c'est juste pour faire plaisir à la commu. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien le soir. Parce qu'en fait, je parle énormément à mon chat. Je réponds vraiment beaucoup à mon chat. Et limite, le jeu ou le live, c'est vraiment qu'un support. Mais vraiment, je suis là uniquement pour parler à mes abonnés. Et du coup, ça fait qu'il y en a plein. Ça crée une communauté très forgée, tu vois. Même s'ils ne sont pas tout le temps extrêmement nombreux, je sais que eux, ils sont prêts à tout, tu vois, pour moi. C'est-à-dire que genre, si je crée une marque de vêtements, ils vont acheter. Si je fais des concerts, ils vont venir. Tu vois, c'est la communauté core. Twitch, par exemple, a cet avantage-là, comparé à YouTube et encore moins à TikTok, c'est que quand tu as une communauté Twitch, elle est tellement fidèle. T'as pas besoin d'avoir 1 million de viewers sur Twitch pour en vivre. La vérité, t'as 100 personnes qui te soutiennent vraiment, tu peux déjà en vivre. C'est ça qui est dingue. YouTube, c'est à peu près pareil, quand t'es très proche du créateur. Là où TikTok, t'es un peu plus distant généralement, parce que en fait, t'en bouffes 30 000 par jour. C'est très difficile d'avoir vraiment un créateur en tête, tu vois. Et généralement, j'ai l'impression que la durée de vie des créateurs TikTok, pareil, est pas très grande. Généralement, 1 ou 2 ans, ils peuvent exploser, être les maîtres du monde. Et après, ils redescendent et plus personne n'entend parler d'eux. C'est un peu triste. Exception, ceux qui arrivent à aller sur YouTube, ceux qui arrivent à aller sur Twitch. Le mieux aujourd'hui, en vrai de vrai, si je peux donner un conseil, c'est d'être sur tous les réseaux en même temps. Parce que si ça se trouve, tu vas te péter sur un réseau et pas l'autre. Tu vois, par exemple, des fois, je poste du contenu vertical sur, par exemple, Snapchat. Il marche de fou. Je le poste sur YouTube Shorts, ça marche pas. Je le poste sur TikTok, ça marche de fou. Tu vois, c'est pour ça que mieux vaut être multiplateforme aujourd'hui. Je pense que c'est ça la clé. Ouais, ce que tu dis sur les TikTokers, les TikTokeuses, c'est très vrai. J'en ai reçu ici qui sont justement dans ce move d'essayer d'exporter leur communauté vers YouTube et tout, mais c'est très dur depuis TikTok. Ouais. C'est vraiment le réseau où tu choisis le moins ce que tu regardes. Donc, l'inverse de YouTube où tu choisis, tu vas cliquer
sur la personne que tu vas regarder. En soi, aujourd'hui sur TikTok, les follow, ça veut presque plus rien dire, quoi. C'est presque plus une marque de soutien. Ça veut pas dire que tu vas beaucoup plus voir les vidéos de la personne en question, tu vois. C'est vraiment, c'est presque une marketplace, tu vois, contenu. Les créateurs sont vraiment interchangeables entre eux, quoi. Je veux dire. Là où sur YouTube, les gens vont décider quand même d'aller te voir. Même s'il y a le jeu des recos. Mais... Ouais, par exemple, si tu regardes une vidéo YouTube, tu cliques sur une vidéo YouTube, c'est-à-dire déjà, tu as vu la miniature, généralement, il y a la tête du YouTubeur dessus, donc tu le reconnais, tu cliques pour ça. Après, tu passes des fois 15, 20, 30 minutes, 1h, 1h30, les vidéos YouTube, ça peut devenir très long, à regarder la personne, donc forcément, tu es plus attaché à cette personne-là, tu vois. Et Twitch encore plus. Alors que TikTok, c'est un peu brain rot, genre ça va très, 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 très vite, il pourra captiver l'attention. Et c'est vraiment une autre communauté, c'est un autre style de contenu. C'est extrêmement dur, je trouve, d'être stable long terme sur TikTok. Mais surtout, tu sais pas ce que tu vas voir après, quoi. Là où sur YouTube, tu finis ta vidéo, tu vas choisir la suivante généralement. Ou pas, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui laissent l'autoplay, tu sais. Mais... C'est un peu plus comme Netflix. Ouais, c'est un peu plus comme ça. Et moi, je trouve que c'est. Pour moi, c'est la meilleure plateforme. C'est la plus saine. Je dis pas ça parce que c'est elle qui me permet de vivre en vrai. Je dis ça parce que sur YouTube, tu peux tout faire. C'est la meilleure plateforme. Les lives. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Vraiment, je trouve que c'est les plus respectueux des créateurs. Ils augmentent les revenus chaque année pour les créateurs. Tu peux littéralement tout faire. T'aimes les posts, t'as l'onglet communauté si tu veux faire des photos. T'as les lives maintenant qui d'ailleurs fonctionnent aussi en vertical. Donc t'as les lives aussi. T'as toutes les vidéos. Franchement, je suis désolé, mais YouTube, c'est incroyable. Genre, tu peux tout avoir sur YouTube. C'est fou. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'aimerais revenir sur ta journée type. Merci pour cette explication. Désolé, je pars toujours de la journée type, elle revient, elle repart. Je me régale, mais j'ai une question parce que tu dis ça de manière très simple. C'est-à-dire, je rentre, je rec. Mais en fait, quand tu rec autant, il faut préparer les vidéos en amont, il faut trouver les idées, il faut préparer peut-être les scripts, etc. Donc toi, aujourd'hui, tu fais des React, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc comment est-ce que tu t'organises ? Alors, comment est-ce que t'as ton équipe qui t'aide, j'imagine, pour préparer les vidéos ? Ou alors c'est toi qui les prépares ? Comment tu fais aujourd'hui ? Si on s'adresse là à un créateur, une créatrice qui est en mode putain, je veux pas forcément faire 6 chaînes, mais je veux juste monter le volume et ne pas burn out, comment je fais ? Bah, quand c'est des concepts, donc généralement là, c'est vraiment mon équipe qui gère ça, ma chargée de prod, tout ça, c'est vraiment eux qui gèrent cette partie-là. Donc moi, j'ai absolument rien à faire et juste je me pointe à l'heure du tournage, on fait le rec, je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ou des fois, c'est juste chez moi. C'est elle qui trouve les idées ? Non, c'est moi. C'est toi qui trouves les idées ? C'est moi qui trouve toutes les idées. Et t'envoies toutes les idées. Okay. Après, trouver des idées, je préfère pas être hypocrite. Il y en a beaucoup, je m'inspire littéralement des ricains. Parce que moi, en vrai, je regarde quasiment pas le YouTube français. Je regarde que le YouTube US. Même s'il a beaucoup de défauts, par exemple, moi, j'aime quand même la proposition de MrBeast. Même si on fait pas exactement pareil, on se comprend. Donc je m'inspire beaucoup de là-bas. Mais en fait, ce que je fais, moi, ma méthode de création, c'est que quand je vois une miniature qui me plaît, je suis en mode, je veux faire ça. Je regarde même pas la vidéo, hein. Je regarde juste la miniature et le titre. Et j'envoie ça à mon manager, je lui dis, on fait ça, tu vois. Et il me dit, ok. Des fois, on a des contenus complètement originaux aussi, bien évidemment, hein, genre, on n'est pas fou. Mais pour cette partie-là. C'est un mix, quoi, sur 4-5 vidéos par semaine, oui. Ouais, c'est normal. Par exemple, pour les contenus comme les réactions ou les gaming, ça, je suis full en autopilote dessus. C'est moi qui fais tout, à part, du coup, les montages. C'est moi qui fais tout. Donc là, pour le coup, je me mets devant mon PC, je lance YouTube. Je regarde les commentaires, genre qu'est-ce que les gens me recommandent. Par exemple, ils disent réagis à machin, réagis à ce type de vidéo. Et je fais en fonction de ce que mes abonnés demandent pour la chaîne réaction. Après, pour la chaîne gaming, je me pose, je m'inspire pas mal de d'autres youtubeurs. Mais moi, mon contenu est forcément un peu différent. Par exemple, l'un que je trouve génial en France, c'est Fuse3. Je trouve que ce qu'il fait est vraiment bien. Donc, juste la différence, c'est que c'est l'humour, forcément. Moi, je suis un peu plus crazy, on va dire, quand je fais la vidéo. Lui, c'est vraiment très carré, limite instructif. Ouais, j'avais pas mal travaillé avec Fuse à l'époque aussi. Très monument aussi, très gros charbonneur en tout cas. Ah, lui, il est incroyable. C'est un bon. C'est un bon dans le YouTube français. Ouais, moi, je pense que c'est ça, tu vois. Genre, je fais un peu tout à la journée. C'est très rare que je me dise, j'ai une vidéo qui est prévue, par exemple, pour ces chaînes-là, où je vais vraiment tourner que ça. À l'instar, par exemple, des chaînes, du coup, la 2.0, où c'est de l'IRL. En fait, toutes les chaînes IRL, on prépare les tournages en avance. Tout le reste, c'est vraiment au jour le jour. Ok, donc tu te lèves le matin, tu sais pas forcément ce que tu vas tourner l'après-midi, quoi. Ouais. Des fois, par contre, tu sais, je suis dans mon lit et tout, je me dis, demain, je sais ce que je vais faire. Genre, je sais ce que je vais rec et tout, ouais. Aussi, je réagis forcément en fonction des stats. Si je vois qu'il y a un concept, une réaction ou un jeu qui plaît plus à la communauté, forcément, je vais aller dessus. Mais des fois, ça peut être traître. Je vais donner un exemple. Il y a un jeu qui a explosé récemment, qui s'appelle Style Brainrot. Donc, c'est un jeu Roblox. Et le jeu, je vois, chez les autres, ça fait énormément de vues, tu vois. Et je me dis, en vrai, c'est clairement un truc que ma communauté pourra apprécier. Je vois qu'il y a un engouement. Go essayer. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà, il y a plein de gens qui aiment juste pas du tout ce délire, tu vois, de brainrot et tout, parce qu'ils pensent que c'est du contenu un peu low tier, tu vois. Donc ils sont déçus quand j'en fais. Littéralement, ils me disent, non, pas toi. Genre, s'il te plaît. Et en fait, tu te rends compte que au final,
t'as fait ça, mais en fait, tu fais ça parce que c'est populaire et parce que tu vois plein de gens faire des vues. Mais des fois, en fait, il faut les laisser dans leur coin. Parce que c'est pas forcément ton type de contenu. Genre, ma vibe, ne va pas forcément aller avec ce jeu-là, même si moi, je l'aime bien. Et du coup, tu vois, par exemple, au bout de 2-3 vidéos où je reçois des mauvais commentaires, même si ça fait des vues, j'arrête. Je préfère vraiment être fidèle à ma communauté à ce niveau-là. Okay. Et toi, tu le ressens comment? Enfin, du coup, j'ai l'impression que tel que tu le décris, tu t'adaptes beaucoup, surtout en fonction de ta communauté. Ouais. Enfin, en gros, tu as des inspirations et des idées. Ta communauté est ce qu'elle dit, et que toi, tu t'adaptes en fonction. Mais toi, tu le sens quand ta communauté te fait des reproches, entre guillemets, ou en tout cas ne valide pas un certain type de contenu. Est-ce que toi, tu le sens au tournage que tu es moins à l'aise dessus, ou même pas, tu kiffes Oh non, tous les trucs que tu tournes, tu kiffes et... Oh, je kiffe toujours. Ok. C'est trop plaisant. Parce que en fait, je me dis, moi, je regarde beaucoup les commentaires, et moi, ça me fait trop plaisir de voir. Il y a des petits, tu vois, par exemple, ils disent oh, j'ai passé une mauvaise journée en cours, je me suis fait harceler, ou des trucs comme ça. Et tu sais, ils sont là, ils disent que leur petit moment où ils ont rigolé, c'était là, tu vois. Ils disent merci d'avoir rendu ma journée un peu meilleure. Et il faut se rendre compte que des gens qui vont mal, moi je sais que j'ai une communauté qui est assez jeune, il y en a quand même beaucoup. Et donc c'est pour ça que moi je suis content de me dire, ouais, quand ils vont lancer une vidéo de Rayton il va être content, Rayton il va faire des blagues et tout. C'est assez bienveillant, genre je suis pas dans le trash, je dis quasiment aucun gros mot et tout. Donc je pense que c'est bien, tu vois. C'est ça que j'aime, tu vois, c'est ce spirit, tu vois, c'est ce truc-là. Mais c'est fort de réussir à être toujours à l'aise de la même manière en jumpant de format comme ça ou en trouvant une idée sur le moment même, tu vois, et réussir à enchaîner et tout. Après, des fois, ça bousille un peu aussi mentalement. Hein. Par exemple, je suis bipolaire. Donc, des fois, j'ai des moments où c'est assez compliqué mentalement, où je vois vraiment que le négatif, c'est très très triste. Et j'arrive quand même à prendre la bonne partie, à la mettre dans la vidéo. Et des fois, par exemple, ça m'est arrivé énormément de tourner des vidéos, donner beaucoup de bonheur aux gens, faire des blagues et tout. T'as l'impression que le mec, il va super bien. J'arrête la vidéo, je pleure. Waouh. Ouais. Genre, j'ai donné tout ce que j'avais dans la vidéo, à chaque fois. Et ça, c'est arrivé. Je me suis un peu calmé aujourd'hui. Mais ça m'arrivait énormément et tout, avec la pression. C'était compliqué. Amplifié parce que du coup, t'as ce trouble-là. Tu penses que c'est le cas de beaucoup de créateurs et de créatrices qui le disent pas forcément ou pas Je pense. Le mood qui change en fonction de quand t'appuies sur Rec ou pas. Par exemple, imagine, je te dis, demain, t'as un gros tournage. Par exemple, un tournage avec Squeezie, avec, je sais pas ce que tu veux, Amixem, machin. Donc, une bonne opportunité. Tu te dis, ça va être un super bon tournage, mais imagine, le matin même, t'apprends, je sais pas, que ta mère a eu un accident, elle est à l'hôpital et tout. Tu sais, le mood, il est horrible dans ta tête. Tu sais, tu te dis, donc là, je vais devoir aller sur un truc, faire genre que je vais bien pendant 1 heure, alors qu'en vrai, il y a un truc qui te tracasse de fou et du coup, t'es obligé de mettre un peu un masque, tu vois. Et je pense qu'au bout d'un moment, ouais, tu perds un peu en déréalisation, c'est même plus du coup ce que tu fais. Et après, quand en fait, tu reviens à ta raison, tu te dis, en fait, ça va pas. Tu vois, c'est un fait. Je sais pas si beaucoup de créateurs le vivent. Mais moi en tout cas je l'ai vécu, je sais que ça arrivait à certaines personnes mais je sais pas à quel point ça arrive aux créateurs. Je sais pas, par exemple si toi c'était arrivé, je sais pas si d'autres créateurs que t'as interviewé c'est arrivé. Ouais bien sûr, et c'est surtout chez les streamers que c'est le plus difficile parce que c'est là que tu peux le moins le masquer sur 3-4 heures etc. Il y a forcément des moments où tu peux donner de l'énergie et tout mais si t'es tracassé ça va finir par se voir tu vois, sur des heures et des heures de live. Donc c'est là que c'est le plus dur j'ai l'impression. Surtout que... Là où sur des shorts par contre bon ça va tu vois. Oui bon c'est contenu court et surtout des fois les shorts en vrai tu les tournes 10 d'affilée, tu les mets dans la semaine. Oui. Mais là il y a un truc tu vois qu'il y a plein de gens qui savent pas, c'est que le vrai problème quand t'es créateur de contenu, c'est que en vrai t'enlèves jamais ton déguisement. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire. Genre les gens ils te connaissent pour ta personnalité, ce que tu donnes sur internet, ils connaissent pas forcément le vrai toi. Et du coup, par exemple, imagine, tu vas dans la rue. Moi, ça m'arrive extrêmement souvent de me faire arrêter pour des photos et tout. Et quand t'es pas dans le mood, tu sais, t'es en pyjama, t'as la flemme, tu sors parce que t'as besoin d'acheter, je sais pas, un verre d'eau, du café ou un truc comme ça. Et que t'as des gens qui viennent et qui sont tout enjoués, ils te voient dans l'état le plus déplorable. Tu sais, c'est ce genre de truc où t'as mal d'un peu, tu vois. Genre, tu te dis, non, c'est pas ça que je veux vous montrer, tu vois. Et toi, tu peux jamais le retirer. Alors qu'à l'inverse, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui bosse, je sais pas, chez Burger King, il bosse la journée. Il rentre chez lui le soir, il est lui-même. Genre, quand t'es créateur, tu dois toujours faire gaffe à ça, même quand t'es en soirée et tout. Moi, ça m'est arrivé des trucs, genre, je suis en soirée avec des potes, mais d'école, des trucs à l'ancienne. Je me dis, je suis tranquille. Et même pas. Là, genre, des fois, il y a des gens qui viennent, ils me demandent des photos, ils me demandent des informations, des trucs comme ça. Alors que t'es en soirée, en fait, tu retires jamais ton déguisement. Tu sais, il parle même plus à Charles, il parle juste à Rayton. Ça, c'est un vrai problème, tu vois. C'est un mot fort, le mot déguisement, quand même. Enfin, du coup, ça veut dire que t'es obligé de faire toujours attention, c'est ça que tu veux dire, ou est-ce que... Ouais, je fais super attention en fonction des gens avec qui je suis. Forcément, avec mes potes très proches, on peut se lâcher un peu plus et tout, on peut dire des grosses dingueries. Là où, en vrai, tu dois quand même aujourd'hui faire super attention à ce que tu fais, vraiment. Ce que tu fais, tu dis. Je vais te donner un exemple. Genre moi, par exemple, pour ma bipolarité, je me suis pas mal traité, j'ai fait un traitement, en vrai, on va dire ça, à la weed, tu vois, énormément.
Et je sais qu'il y avait des soirées, par exemple, influenceurs, où nous, on en rigolait un peu, tu vois. Genre un peu, on se comparait à des Snoop Dogg, à des Lorenzo et tout, alors qu'on est d'accord que c'est n'importe quoi. Mais du coup, vu qu'on le montrait et qu'on en rigolait et tout, il y a des gens qui peuvent se dire « Ah ouais, Rayton, en fait, c'est juste un drogué, tu vois ?» Ou des trucs comme ça, alors que ça n'a rien à voir. Et du coup, ça te donne une mauvaise image, alors qu'en fait, t'as rien à voir là-dedans et que c'est genre, t'es pas une mauvaise personne pour autant parce que tu fais ça, tu vois. Et c'est ce genre de truc, tu dois faire super attention. Par exemple, aujourd'hui, du coup, on fait ultra gaffe à ça, on le fait plus du tout. À l'époque, on était fous, on était jeunes, tu vois, c'est une erreur de jeunesse un peu. Mais aujourd'hui, on ferait plus du tout ça. Parce que tu sais jamais qui tu vas rencontrer, tu sais jamais si la personne elle va bien l'interpréter. Et ils connaissent pas le vrai toi, ils savent pas qui t'es au fond. Donc, ils peuvent mal interpréter ça, tu vois. C'est réel. Ça a duré longtemps. Ça t'a beaucoup aidé du coup par rapport à ton trouble de fumer et tout. Je sais pas si Ouais. ça. Ouais. Aujourd'hui, je me suis calmé. Je suis pas mal passé au CBD. Mais j'en parle pas dans mes vidéos et tout parce que j'ai pas envie d'influencer les gens à faire ça forcément. Disons que moi, tous mes potes le font. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu sais, t'es en soirée, on te donne un truc. Et en fait, j'ai remarqué que ça m'a énormément aidé à me calmer. Je suis très hyperactif aussi. Donc ça m'a énormément aidé à me calmer. Et j'ai préféré ça à prendre des médicaments en fait. Parce que des psychologues m'ont traité avec des trucs assez forts. Beaucoup de Xanax, trucs comme ça. Et en fait, je préfère faire ça. Ça me calme plus que d'être tout le temps shooté aux médicaments. Parce que le problème, quand t'es tout le temps shooté aux médicaments, ceux qui le vivent le savent. Et au bout d'un moment, t'es un légume. Hein. T'existes plus. Et dans mon cas, avec l'énergie que je mets dans mes vidéos, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Par contre, règle, je suis toujours à 100% sobre quand je tourne. C'est que la nuit, en fait, que je consomme. Jamais devant les abonnés, jamais. Et je veux pas montrer ça aux gens, forcément. C'est vraiment... Est-ce que tu continues aujourd'hui ou pas? Ouais, je continue. Je continue, mais encore une fois, c'est pas forcément une fierté, c'est un choix personnel. La plupart des gens autour de moi l'ont compris, mais tous mes potes, ils savent que ça change rien. Bon, tous mes potes consomment, donc ils peuvent pas me juger, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que ça fait particulièrement de moi une mauvaise personne. J'ai culpabilisé énormément de le faire. Hein. Et donc c'est pour ça que jamais t'as vu une vidéo ou une photo de moi comme ça, mais parce qu'on fait gaffe, et encore une fois, je sais qu'il y a des petits qui me suivent, je veux pas qu'ils soient mal influencés, je veux pas que les parents ils se disent waouh, le youtubeur qui regarde il est vraiment bizarre et tout. Et je pense juste qu'il faut laisser les gens vivre avec leur méthode, tu vois. Si toi ça t'impacte pas, moi je me suis toujours dit j'arrête à partir du moment où ça attaque sur le pro. Le pro est toujours prioritaire. Si ça attaque sur le pro, si ça m'empêche d'être productif, j'arrête. C'est obligatoire. C'est important, merci de le partager comme ça d'ailleurs, parce que il peut y avoir des tabous sur des sujets comme ça, et en plus de ça, tu vois, t'as vraiment une responsabilité par rapport à ça, comme tu l'as dit, dont t'es conscient et tout, ouais. Et du coup, merci de le partager, parce que tu pourrais avoir, tu vois, peur d'en parler et tout, donc voilà, non, sache que c'est appréciable. Même la famille, tu sais. Imagine par exemple, je sais pas, t'es totalement défoncé à quoi que ce soit, même aux médicaments, du coup, si on t'en prescrit, t'as pas forcément envie que ta mère te voit comme ça, tu vois. Donc t'as cette responsabilité-là. Il faut doser. Voilà. C'est un peu de prévention. Faites attention à vous. Moi, je ne juge pas ceux qui font des trucs. Vous vivez votre vie comme vous voulez. Mais juste faites attention à vous. Conduisez pas après. C'est très important. Voilà. Y a beaucoup de gens qui font des dingueries là-dessus. Soyez respectueux et surtout, abusez pas du truc. Si vous abusez, vous allez tomber dans des rouages horribles. J'ai vu des gens partir vraiment, vraiment loin. Ça vaut pas le coup. Merci d'en parler. Et c'est vrai qu'il y a ce truc du jugement qui est très fort parfois. Est-ce que pour revenir un peu sur ce déguisement que tu évoquais, ouais. T'as déjà eu des dingueries, soit avec des abonnés ou des gens qui t'ont reconnu, ou juste des gens qui étaient malveillants, même si t'avais pas forcément reconnu en premier lieu? Je sais pas, des gros trucs, des trucs de fou. Ouais. Alors, moi, par exemple, là encore, ça s'est calmé parce que du coup, on a parlé un peu avec le commissariat qui est à côté de chez moi, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de rentrer chez moi. Pas des voleurs, hein, juste des abonnés qui veulent me rencontrer. Genre, un moment, par exemple, j'étais en live, c'était il y a pas si longtemps, je crois que c'était à moins d'1 an. J'étais en live, j'étais dans mon studio, et là, je vois, il y a des gens qui rentrent dans mon studio que je connais absolument pas. À ce moment-là, j'étais tout seul dans la house, donc là, on tourne les vidéos, et je me dis, mais qui sont ces gens? En fait, c'est des abonnés qui ont sauté la barrière, qui ont passé le système de sécurité, qui sont rentrés chez moi, qui ont trouvé mon studio parce que j'étais en live, ils voulaient juste passer dans le live et dire bonjour et me checker, tu vois. Mais vous êtes des malades, genre en mode vous êtes des fous furieux. Surtout, tu sais, genre, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas si les personnes. Moi, j'ai de la chance, j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante et je remercie vraiment ma communauté, c'est que des amours. Mais juste des fois, ils sont peut-être un peu trop dingue, tu vois. Et ça arrive assez souvent. Au bout d'un moment, on arrive à un stade où on a carrément demandé... déjà, on a renforcé toute la sécurité, mais on a carrément demandé au commissariat, qui est vraiment genre dans la rue de chez moi, c'est vraiment limite mon bâtiment voisin. Pratique, ça. Que quand il y a des gens qui se taxent devant chez moi, qui attendent ou qui regardent trop comme ça, qui leur disent de circuler, tu vois, pour montrer que c'est un peu surveillé. Ouais, parce qu'ils sont tout le temps devant, donc vu qu'ils passent devant, ils peuvent leur dire quoi. Oui, c'est un petit truc, genre ça leur coûte rien dans leur journée. D'ailleurs, merci beaucoup parce que vraiment ça aide énormément. Donc ouais, j'ai des trucs comme ça. Par exemple, d'autres moments, on était en convention, parce que je fais énormément de conventions. Et il y a des abonnés qui arrivent à trouver l'hôtel. Ils vont venir à 3-4 heures du matin,
toquer dans ta chambre juste pour une photo. Oh, Alors que le lendemain, t'as les dédicaces, t'es sur scène, tu fais des trucs à partir de 8h du matin, il faut que tu sois déter. C'est des fous. Non mais ouais, en plus ça veut dire qu'ils rentrent dans l'hôtel, ils arrivent, ils montent et tout. Ouais. Je vais te raconter même une fois, j'avais en convention, il y avait un abonné, il m'a fait trop peur. Une fois, le mec, tu vois, il fait la queue. On parle de 3 heures de queue quand même. Donc le mec, il fait la queue, il arrive devant toi, il ne parle pas. Juste, il te regarde comme ça. Tu vois. Et moi, j'essaie toujours d'être très... tu sais, je comprends des fois qu'il y en a qui sont un peu timides ou quoi, donc j'essaie de leur faire des blagues et tout, genre parle d'eux, tu vois, comment ça, machin. Aucune réponse. Et au bout de 1-2 minutes comme ça, du coup, t'as la sécurité qui dit va falloir passer à la personne suivante, circuler, tu vois. Le gars, il a même pas eu de photo, rien. Et après, il se met sur la barrière sur le côté et il reste comme ça. Ah, mais trop bizarre. Peut-être qu'il avait un petit problème. Genre, j'ai eu peur. J'ai rencontré beaucoup de gens en convention, j'ai rencontré des milliers d'abonnés, mais là, celui-là, je sais pas pourquoi il m'a perturbé, tu vois. Je sais pas ce qu'il voulait. Genre, mais je me dis, tu fais 3 heures de queue, tu parles même pas au mec, tu mets pas une photo, même pas un autographe, rien. Genre, non, c'est trop chelou. Juste pour revoir de près, quoi. Ouais, un peu bizarre. Ouais. Bah, je pensais, enfin, tu vois, je m'attendais même pas à des trucs aussi poussés, tu vois, quand je te parlais de ça. Mais donc, du coup, dans la vie de tous les jours, en tout cas, ou même des soirées. Sur ce truc de déguisement dont tu parlais, en tout cas, c'est en tout cas toi un truc qui te pèse pas mal au quotidien, quoi. Je voyage pas mal, même si dans les régions francophones, souvent ça va, ça peut m'arriver de me faire connaître. Genre je sais pas, je parle de la Martinique, la Réunion, Canada, Belgique aussi, hein, bien évidemment, dédicace à tous les Belges. Tu vois, là ça m'arrive, mais sinon dans le reste du monde, tout ce qui est anglophone ou autre, non, personne me connaît, je suis personne. Mais là, du coup, tu l'as pas ce sentiment-là. Non, je l'ai pas. C'est pour ça que genre, c'est cool de voyager. Moi, à terme, j'aimerais bien vivre aux États-Unis, personnellement, parce que genre, c'est une culture qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup Los Angeles. Donc, j'aimerais bien vivre plus tard. Mais pour l'instant, businessment parlant, c'est plus intéressant pour moi de rester en France. Mais dès que j'entamerai ma pré-retraite de youtubeur, dès que j'en aurai marre de faire des dingueries tout le temps, j'irai là-bas, je pense, ouais. J'allais te demander, c'est quand ta pré-retraite ou ta retraite, c'est pas prévu en tout cas. Moi, je pense que là, pour l'instant, dans les 10-15 prochaines années, je suis encore en place. Je bouge pas, je ralentis pas. Après, ouais, quand peut-être j'aurai des enfants ou quoi, parce que moi, j'aimerais bien avoir des gosses. Genre, quand j'aurai des enfants, là, à ce moment-là, je pense que ma technique, ça va être de me dire, je vais faire des vidéos chez moi. Que ça, je peux m'occuper de mes enfants la journée, tu vois. Je fais 1 à 2 heures de rec par jour, j'envoie toujours des trucs au monteur et je sais que je peux vivre avec quelques milliers d'euros par mois, ça suffit largement, j'aurais déjà amassé assez avant pour m'occuper d'eux et je pense que c'est le plus important. Quitte à en faire, autant vraiment s'en occuper jusqu'au bout et si j'ai l'occasion de pouvoir travailler à la maison et pas d'être partout dans le monde tout le temps, là actuellement je pourrais pas le faire. C'est genre si le papa tous les 2 mois il part à l'autre bout du monde, tu sais même pas ce qu'il fait, avec qui, pendant plusieurs semaines, tu sais même pas quand il va rentrer, c'est pas très sain je pense. J'ai la même approche moi, du coup on n'a pas du tout la même vie et tout, mais je travaille pas mal aussi et je me dis que c'est assez binaire, je préfère me dire que je travaille beaucoup maintenant pour vraiment pour beaucoup moins. Plus tard. Ouais, exactement. Mais c'est peut-être délusionnal, tu vois, c'est peut-être ce que beaucoup de gens se disent et en fait tu finis par juste parce que t'aimes ça aussi, quand t'aimes ton travail, tu finis par juste bosser tout le temps, quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est possible de ralentir. Du coup, je suis d'accord avec cette approche-là aussi. Alors, merci pour toutes ces anecdotes. J'aimerais juste revenir sur la partie production quand même, pour donner des conseils peut-être un peu actionnables, tu vois, pour les gens qui voudraient atteindre ce niveau d'efficience, parce que là, c'est un niveau d'optimisation qui est quasiment maximal. En fait, j'ai l'impression sur les process de prod. Donc, c'est quand même toi qui trouves la plupart des idées, parfois le jour J. Mais comment... Enfin, tu t'as dit que tu mettais tes rushs sur un drive et qu'ensuite tout se passait. Quelle est cette magie ? Comment est-ce que tu as mis ça en place pour des gens qui voudraient atteindre le même niveau d'efficacité ? En fait, nous, notre système, il est très simple. Ça veut dire que je tourne une vidéo, je la mets sur le drive. Donc, le drive a plusieurs dossiers. Donc, par exemple, pour la chaîne réaction, la chaîne machin principale. Je pose les rushs. Je sais que le lendemain ou le surlendemain, dans le même dossier, il y aura la vidéo finale. Voilà. Donc, ça va vite, c'est monté sous 24 heures. C'est ça, voilà. Donc, c'est juste comme ça. C'est ça ma production en fait. C'est pour les vidéos réactions, pour le gaming, je fonctionne comme ça. Pour les concepts, là, on va un peu plus dans le dur, donc on va faire des reviews, etc. D'ailleurs, même ça, finalement, je le fais plus parce que je paye des gens pour le faire. Les reviews ? Ouais, les reviews, en gros, c'est quand, par exemple, imaginez, vous avez une première version de la vidéo, et s'il y a des trucs à changer, un rythme ou des voix off à rajouter, etc., tu as une personne du coup qui va analyser tout ça, qui va regarder, et elle va envoyer les modifications au monteur. Comme ça m'évite moi de tout le temps me regarder parce que personnellement, ça me saoulerait trop de regarder mes vidéos tout le temps. Je me suis trop vu en fait. Tu vois, je me connais trop bien. Mais du coup, c'est pas toi qui le fais. Ouais, c'était ça ma question en gros sur les reviews. Ok. Donc, c'est qui ? C'est ta chargée de prod du coup ou ton associé ou là, c'est mon associé, ouais. Là, c'est mon associé qui se charge de ça, qui se charge un peu de mon image et tout. Donc, si des fois il y a des trucs, on les enlève. Souvent, nous généralement, on travaille sur des V2, V3. Là où par exemple, je sais qu'il y a des collègues, ils sont plus sur du V7, V8 par exemple pour leurs vidéos. Donc 8e version, j'espère qu'elle est bonne. C'est fatigant, ouais. Moi, ma méthode, c'est trouver un format qui te permet de le faire régulièrement, qui te permet de faire des sous,
Et ces sous-là, tu les investis dans un autre truc qui te tient plus à cœur. Donc moi, par exemple, c'est ma chaîne principale, sur des plus gros concepts qui, eux, sont plus des concepts vitrines, qui vont attirer les marques parce qu'ils se disent « Waouh, s'il a du budget, il fait ça, donc venez, on bosse avec lui. » Et de fonctionner comme ça, en fait. Nous, on fonctionne comme ça. Moi, je dirais juste, vrai conseil, la régularité, c'est important. Très, très important. Mais la régularité, ça ne va pas forcément dire surproduire. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, t'as une petite équipe ou limite, tu es tout seul, une vidéo par mois, ça suffit. Si c'est une vidéo tous les 2 mois, ça suffit. Mais il faut que tu sois sûr de ta vidéo et que tu sois fier d'elle, en fait. Tu vois. Genre, ça sert à rien de produire tous les jours. Si c'est pour faire du contenu bâclé, tu ne perceras pas comme ça. Mieux vaut faire genre une vidéo de temps en temps, mais qu'elle soit parfaite et être régulier comme ça. Si tu n'arrives pas à faire une vidéo par semaine parce que tu es en cours, tu as un autre travail à côté ou quoi, te prends pas la tête. Delay, tout va bien. YouTube, c'est une plateforme où les vidéos, elles peuvent durer des années, tu vois. Nous, on a des vidéos, ça fait 3-4 ans, elles font encore des vues tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas comme TikTok où la vidéo, elle va périmer en 2 jours. Là, c'est tranquille, tu as le temps. Si ta vidéo, elle est bien, elle sera encore regardée dans longtemps. Encore une raison pour laquelle YouTube est la meilleure plateforme. Ouais. Mais ouais, c'est très vrai. Donc du coup, mieux vaut faire une vidéo par mois de manière stable, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, que 3 vidéos une semaine et ensuite une pause de 1 mois et ensuite... parce que sinon tu vas te griller tout seul. En vrai, ça va te déprimer et tout, genre, ça sert à rien. Et puis comme ça, t'habitues les gens, tu vois. Aujourd'hui, je trouve quand même, la régularité est importante, la qualité l'est aussi. Parce que la qualité, ça te permet d'avoir des bons watch time. Donc, ça veut dire que les gens regardent ta vidéo jusqu'au bout. Si les gens regardent la vidéo jusqu'au bout, ça veut dire que YouTube, ils se disent « Ah, la vidéo est intéressante, on va plus la mettre en avant. » Donc, c'est ça. Et aussi, analyser énormément, tu vois, les taux de clics. Donc, j'allais te poser la question, est-ce que tu regardes beaucoup tes chiffres? Donc, le CTR, les taux de clics, le watch time, la rétention, etc. Ouais, pas trop. Je regarde énormément ça. Je trouve ça super intéressant. Moi, j'adore, par exemple, les miniatures et tout. Je kiffe trop en recevoir, donner des idées, tout ça. Les miniatures, c'est ma partie préférée. Mais sinon, la rétention, on analyse à chaque fois. Quand on a une vidéo qui bide, parce que faut pas croire, ça arrive énormément. Quand on a une vidéo qui bide, on regarde, on se dit où est-ce qu'on a foiré, ou peut-être que juste le topic n'était pas intéressant, mais on analyse de fou, on essaie de refaire à chaque fois mieux. Et on reteste le lendemain, quoi. Genre, on recrée. Pour les miniatures, par exemple, ça nous arrive souvent quand la miniature, elle fait un taux de clic trop bas, de juste recommander une miniature jusqu'à trouver une qui intéresse les gens. Ou changer le titre aussi, ça peut aussi marcher. Je suis impressionné par le niveau d'agilité que tu as, parce que du coup, ce que tu as dit, c'est des choses, on va dire, qui sont connues, on va dire, sur YouTube, assez obvious. Mais tu vois, de réussir à le faire sur ce volume-là, de se dire, ok, le truc a flop, pourquoi on reteste le lendemain, alors qu'il y en a 5 par semaine, et qu'il faut garder un niveau de qualité constant sur l'ensemble, et qu'il faut garder une énergie. Enfin, voilà, moi, ça m'impressionne. En tout cas. Après, ce travail-là, je le fais énormément sur la chaîne principale. Les autres chaînes, en fait, je suis tellement rodé. La réaction, j'en fais depuis tellement d'années que... franchement, on ne fait même pas de review. Les miniatures, on sait déjà qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Limite, on sait à l'avance combien de vues va faire la vidéo. Tu vois, on l'a fait quand même si elle fait pas beaucoup de vues, on l'a fait quand même parce qu'on se dit ça va plaire à une certaine communauté qui plus tard pourront peut-être intéresser par le reste. Et des fois, on a des vidéos où on sait très bien qu'elles vont grave marcher. Enfin, ouais, tu le sens, quoi. Ouais, on le sent bien en avance, ouais. Et donc, du coup, t'es en full flux tendu ou t'as de l'avance? C'est-à-dire, si tu ouais. tombes malade 3 jours, il y a 0 vidéo qui sort ou c'est... Là, je vais donner un exemple. Là, ça va faire 1 semaine et demie que j'ai rien fait. C'est-à-dire parce que j'ai ma copine qui a eu un problème dans sa vie, voilà. Et qui était pas bien, donc j'ai voulu plutôt être près d'elle pendant ces 1 semaine et demie. Donc elle est restée chez moi, on a juste traîné ensemble. Et donc là, tu vois, je me sentais pas stressé parce qu'on a quand même énormément d'avance sur le contenu. Vu que des fois, par exemple, pour les vidéos réactions, j'en fais peut-être 5, 6 dans la même journée, tu vois, il suffit que je fasse 2 jours comme ça et ça fait déjà 2 semaines de vidéos, tu vois. Et en fait, vu qu'on voyage beaucoup, on est obligé de surproduire pour que quand on parte, les gens sentent pas le vide, en fait. Que ça continue. T'as combien d'avance là, du coup, par exemple, là, à l'instant T à peu près? Sur la gaming, on est, je pense, à 1 mois, on est à 2 mois pour la chaîne réaction et on est à 3-4 mois pour la chaîne principale. Parce que la chaîne principale, en fait, comment on fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, par exemple, les gens ils se disent « Attends. » Donc le mec, il est allé par exemple en Australie pour tester un parc d'attractions. Ça a duré 1 minute dans la vidéo et après il est aux États-Unis pour faire 30 secondes et tout. Ils se disent mais attends, le gars il est fou. Tu vois, il se barre à l'autre bout du monde pour 30 secondes de vidéo. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, en fait, quand on voyage, on planifie plusieurs vidéos, tu vois, en même temps. Et du coup, là, actuellement, on a des vidéos, par exemple, il nous manque juste un passage pour qu'elle soit finie. Je sais pas si tu suis un peu. Et du coup, on tourne un peu partout dans le monde des trucs pour des vidéos qu'après on assemblera au cours de l'année. Et je comprends très bien, mais qui c'est qui gère ça, du coup, qui pilote ça? Parce que du coup, ça fait c'est plein de petits détails où il faut être parfait pour que le tout rentre bien, tu vois. C'est-à-dire que t'oublies un détail, le truc est flingué. Alors, quasiment. Déjà, on n'est pas parfait. Ça nous arrive de fail. Mais généralement, c'est full mon manager, pareil, qui gère ça. Ok. Ouais. Et il est vraiment très important dans la boîte. Ouais. Ah, vraiment, hein, genre, je suis vraiment nul s'il est pas là. Voilà. Comment il s'appelle? Big up à lui, en tout cas. Pierre-Yves. Et bah, big up, Pierre-Yves.
Trop stylé, ok. Et les shorts, enfin les formats courts, tu tournes des formats courts, verticaux, pardon, originaux aussi, ou c'est surtout des extraits de tes vidéos longues? Comment tu t'organises? Je fais très rarement d'extraits, voire jamais en vrai, ça m'intéresse pas trop, je préfère faire du contenu original. Et du coup, ouais, j'en fais, par exemple, il y a des jours où je vais me dire, aujourd'hui, je vais en tourner 3. Des fois, ça me prend 1 minute, des fois, ça me prend des heures. Par exemple, là, actuellement, on est en train de faire un calendrier de l'Avent, des défis. Donc, chaque jour jusqu'au 24, on fait des défis. Ça, par exemple, tu vois, ça prend plus de temps. Là, on est plus sur du 1 heure de rec pour en faire 3, par exemple. Et on fait ça tous les jours. Pour avoir un peu d'avance, tu vois. C'est toi qui trouves les idées des défis, là tout est planifié jusqu'au 24. Toutes les idées, c'est moi. Et comment tu gères ça? Est-ce que tu as des temps dédiés à l'idéation, comme on dit maintenant, mais je veux dire en tout cas, le fait de trouver des idées, que ce soit pour toutes tes chaînes du coup, et que c'est toi qui t'en occupes, j'ai l'impression que toi ton kiff c'est vraiment trouver les idées, tourner et les miniatures. Ouais. Je me trompe? C'est le top 3 activités que tu préfères. En fait, limite, c'est là où... et le problème, on est tellement dans le kiff. Par exemple, moi, j'ai des créateurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit... Mec, tout ce que tu fais, c'est incroyable, mais on dirait que tu t'en fous. C'est-à-dire que tu fais une vidéo qui pourrait être la vidéo de l'année pour un autre créateur, et le lendemain, tu reposes déjà un autre truc, tu vois. Tu laisses même pas le temps aux gens de digérer. Ça, c'est une erreur qu'on fait. Ouais, laisser la vidéo vivre. Ouais. On est tellement en surproduction pour certains trucs que des fois, il y a des trucs incroyables qu'on passe rapidement dessus, alors qu'en vrai, on pourrait continuer à le montrer. Par exemple, tu vois, Inox. Quand il a fait l'Everest, il a pas directement le lendemain fait, je sais pas, une vidéo autre ou une réaction, un truc qui a rien à voir, tu vois. Il a laissé couler la vidéo pendant quasiment 6 mois. Je pense que c'est ça, tu vois, notre erreur, c'est parce que nous, on est trop en production. On est trop là-dedans. Mais pour te dire, généralement, nous, on a 2 réunions dans la semaine. On a une réunion le lundi, une réunion le vendredi. Le week-end, mes équipes ne travaillent pas, il n'y a que moi qui bosse. Mais donc, réunion lundi, c'est pour juste voir un peu ce qui se passe. Par exemple, savoir quels événements on est invité, quels trucs on fait du coup dans le mois. Et vendredi, c'est plus la partie prod. Généralement, en fait, moi, quand je regarde YouTube, par exemple, le soir, je regarde YouTube. Si je vois il y a des trucs qui me plaisent, je les prends en photo avec mon tel. Et après, je sais qu'à la réunion, je vais dire, regarde ce que j'ai trouvé, ça et ça, on pourrait le développer sur la réunion du vendredi, quoi. Ok, trop bien, c'est des petites chips là que tu me donnes comme ça, des petites... C'est marrant parce que chacun a son mode opératoire, tu vois, de veille et d'inspiration et tout. Donc toi, c'est comme ça que tu trouves... Enfin, ton mode opératoire, quoi. Tu prends les photos et après, tu as la réunion hebdo dans laquelle vous faites la review et ensuite, j'imagine que sur cette même réunion, il y a le suivi des idées qui ont été vues peut-être la semaine d'avant et il y a le suivi des avancées, quoi. Si on prend un exemple, si je veux faire une vidéo où je déterre des dinosaures, archéologie, tout ça, et je me dis, j'ai vu une miniature, ça avait l'air trop bien, un Australien qui fait ça, machin, et je prends la photo, à la réunion, je vais parler de la vidéo. Si mon manager il dit, c'est vrai que ça pourrait passer, ça pourrait être marrant, et lui, il va se charger de tout, et 1 mois plus tard, la vidéo, on est en train de la tourner. Je n'ai aucune information jusqu'au bout. Là, par exemple, on a une vidéo en janvier, on part au Cambodge pour traverser l'une des jungles les plus dangereuses du monde. Par exemple, moi, j'ai quasiment aucune info à part le fait que je vais douiller, quoi. Genre, je vais vraiment, il y aura des serpents, des trucs de fou. Je sais que je vais douiller pendant 1 semaine, mais j'ai quasiment aucune info et je préfère. Ça me permet d'avoir la surprise aussi. Ouais, et il y a la spontanéité sur le moment et tout qui est décuplée du coup parce que t'es pas trop spoil entre guillemets. Enfin. Ok, c'est lequel le concept que t'as préféré parmi tous ceux que t'as fait? Parce que du coup t'en as fait beaucoup. Je pense, pour moi, l'une des meilleures vidéos de ma chaîne, c'est Five Nights at Freddy dans la vraie vie. Parce que c'est la première vidéo où on a mis un vrai gros billet dessus. On a mis 25-30 000 euros sur la vidéo. Et en fait, moi, ça m'a rendu crazy, tu vois, de voir qu'on a loué des hangars. Il y a eu des camions qui sont venus. Ils ont construit une vraie pizzeria pour refaire exactement comme dans le jeu. On a des acteurs qui sont venus. Ils avaient des costumes d'animatronics ultra réalistes. On a créé des mécanismes. Enfin, l'équipe a créé des mécanismes. Mais la vérité, moi, j'ai rien fait à part payer. Et me dire, on a fait tout ça en partant de base de vidéos seul dans ma chambre quand j'étais au collège, lycée. Je me suis dit, là, on allait loin, en fait. Là, c'est chaud, tu vois. Donc ça c'est ma préférée parce que je pense que c'est celle où il y a eu le plus de travail en amont, mais après il y a eu plein de vidéos qui sont très cool. Par exemple la vidéo on était sur une île déserte pendant 5 jours, c'est trop cool comme expérience en vrai, tu vois, tu douilles beaucoup sur le moment mais en fait quand tu y repenses tu te dis t'as vécu un bon souvenir. C'est laquelle qui t'a coûté le plus cher du coup Five Nights at Freddy dans la vraie vie. C'est la même, c'est ta préférée aussi du coup. Donc du coup c'est quand même majoritairement toi qui propose les idées, j'imagine qu'il t'en propose aussi du côté de ton équipe. Et ensuite, vous faites un mix. Après, je t'avoue, on a tellement d'idées, ça va. Vous avez un. Le problème, c'est là où le problème de ma chaîne actuellement, et c'est ça qu'on va travailler pour 2026, c'est qu'en fait, à force de taper partout en même temps, pour la chaîne principale, je parle, on a des variantes de vues terrifiantes. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 000 comme 1 million de vues, genre sur quelques semaines de différé, c'est terrifiant. Donc le problème de ça, c'est que du coup les marques, il y en a qui ont peur parce qu'elles savent pas du coup si la vidéo va marcher ou pas. La stabilité quoi. C'est horrible.
En fait, le problème au bout d'un moment, c'est le défaut que beaucoup de gens disent, c'est que à force de vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne, tu vois. Le truc, c'est que moi, je suis passionné, donc il y a des trucs que j'ai envie de faire malgré tout, même si je sais que ça marchera pas, j'ai envie de les sortir. Et des fois, on est trop à l'ouest, en fait. On sort des trucs qui sont totalement pas pour notre audience. Et du coup, ça se ressent sur les stats, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc où il faut qu'on travaille, peut-être, genre, rétrécir légèrement le spectre de ce qu'on aime. Par exemple, je sais qu'on a nos abonnés, ils adorent l'urbex, donc ça, on va continuer. Les vidéos où on teste des objets insolites, comme des armes, d'animés ou des trucs comme ça, on va continuer. Les vidéos de survie, tu vois, et on essaye de rétrécir un peu le truc, parce que là, on part vraiment, littéralement, dans tous les sens. Tu peux tout trouver sur ma chaîne, vraiment tout. Même un tuto pour faire des pâtes, hein, tu peux tout trouver. Genre, c'est terrifiant. Ouais, le nombre de thèmes, va être... vous allez réduire le scope, quoi, comme tu disais. Bah, j'ai fait plus de 2000 vidéos. Donc, sur les 2000, forcément, en fait, t'as attiré énormément de monde. Et les gens, en fait, ils veulent pas tous regarder. Par exemple, je sais pas, toi, imagine, t'aimes bien les vidéos sur la moto. Si demain je fais une vidéo sur les cupcakes, même si tu m'aimes bien, t'en as rien à foutre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vas pas la regarder. Et c'est ça le problème. Est-ce que toi, ça te frustre du coup? Est-ce qu'il y a un problème d'identité selon toi sur la chaîne? Mais de ton côté, je dirais, est-ce que t'as l'impression de ne pas avoir une identité claire en tant que créateur? Je pense sur le contenu, des fois on est un peu flou. On voit qu'il y a des trucs qui plaisent vraiment aux abonnés. Par contre, sur l'authenticité des vidéos, en vrai, je pense que moi, je suis moi dans mes vidéos. En vrai, la vérité, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que les gens qui regardent les vidéos le savent. Ceux qui regardent depuis longtemps, ils voient que j'ai toujours les mêmes discours, que ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Et du coup, ouais, à ce niveau-là, c'est tranquille. C'est ce qui te permet de pas te lasser aussi, j'imagine, parce que là, du coup, ça fait 8 ans, bientôt 10 ans de YouTube. Ouais. Et tu te lasses pas, quoi. J'ai l'impression, tu t'as dit que là, tu voulais rempiler pour 10-15 ans. Bah, en fait, le truc marrant. C'est aussi ce qui te permet de pas te lasser, j'imagine. Bah, ouais, c'est vrai, le truc marrant, c'est que j'ai l'impression d'être toujours un nouveau youtubeur. Genre, j'ai l'impression, du moins, de ne pas avoir pris la grosse tête. Et de toujours redécouvrir YouTube. YouTube évolue énormément en permanence. Du coup, quand tu vois d'autres gens tester de nouveaux trucs et tout, ça te motive à essayer aussi. Et en fait, même moi, actuellement, j'ai l'impression que je suis, même si ça fait 10 ans que je suis là, que je suis nouveau, que genre je viens d'arriver et que j'ai encore tout à prouver. Et c'est super cool en vrai, je pense, d'avoir cette mentalité-là. Parce que du coup, tu te dis pas, tu te laisses pas aller en mode ah, c'est bon, je suis là, j'ai percé. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. C'est que dès qu'ils font beaucoup de vues, que ce soit sur TikTok, Insta et tout, ils pensent que c'est bon, c'est stable, leur carrière elle est faite, maintenant ils peuvent sortir n'importe quoi et ça passera. Mais la vérité c'est que non. Genre les gens ils se lassent, il y a tout le temps du renouvellement. Et si toi tu commences on va dire à être fainéant, bah quelqu'un prendra ta place en vrai. Il y a beaucoup de monde à la porte. Phrase pour laquelle je crédite mon associé Victor Apchi sur la Creator School. C'est que selon lui, qui est créateur de contenu aussi du coup, qui m'a dit que selon lui c'est plus dur, ça demande plus de travail de rester au top que de percer initialement. Ah mais c'est ça, c'est... En fait, moi je vois ça en mode... Les gens pensent que ce qui est dur c'est percer, alors qu'en fait c'est plus dur de garder en fait on va dire l'exposition que tu arrives à obtenir au début quoi. Bah c'est simple, hein. Une carrière, tu veux la faire en mode marathon ou en mode sprint? Le sprint, tu vas bien percer, hein, mais au bout de quelques mois, tu pourras plus le soutenir, tu vois. Alors que le marathon, si tu vas à ta vitesse, tu peux durer longtemps. C'est comme... par exemple, si on compare à la musique, quelqu'un comme Booba par exemple, ça fait des années qu'il est là et que t'aimes ou que t'aimes pas, tu peux pas reconnaître que le gars, il a pas charbonné et tout. Et c'est fait qu'aujourd'hui, même s'il arrêtait, il serait tranquille pendant des années parce qu'il a tellement charbonné. On parle de peut-être 20 ans de carrière, tu vois. C'est mieux, je trouve, d'avoir une carrière longue. Tu connais des créateurs qui ont arrêté? Parce que là, du coup, en quasiment 10 ans, on en a vu des créateurs. Il y en a plein qui ont émergé, mais il y en a plein qui ont arrêté aussi. Est-ce que déjà, tu comprends ceux qui arrêtent? Par exemple, moi, il y avait un gars que j'aimais. Genre, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était cool. Je sais pas si tu connais Koda. Par exemple. Non. Il faisait des vidéos concept à l'époque et moi je le voyais vraiment, parce que je l'avais rencontré quand on avait fait une villa de youtubeurs, je le voyais vraiment comme un des futurs gros youtubeurs français. Genre il avait une méthode très MrBeast, c'est même lui qui m'avait fait découvrir MrBeast à l'époque. Et je me suis dit ouais, en vrai je pense qu'il a grave du potentiel. Et au final, j'ai pas très bien compris, mais il a commencé à ralentir. Des fois il tentait des concepts, ça avait absolument rien à voir avec ce qu'il faisait, qui marchait déjà très bien. On parle d'un mec qui faisait déjà des 500 000 voire 1 million de vues par vidéo. Et il a tout arrêté. Ah, c'est fou, genre aujourd'hui, je sais pas comment il va, j'espère qu'il va bien, mais je trouvais que c'était dommage d'avoir un talent comme ça qui a été gâché, et je pense qu'il y en a énormément. Je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo ou ce podcast, du coup, ils savent en fait qu'il y a plein de créateurs qui sont super talentueux, qui arrêtent pour X ou Y raison, on sait pas, peut-être des problèmes familiaux ou quoi, mais c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être bien. Je sais qu'il y en a qui arrêtent aussi par... tu parlais encore une fois du déguisement tout à l'heure. Il y en a qui juste en peuvent plus au bout d'un moment et qui aspirent à une vie plus normale. Tu vois, moi j'en connais un en particulier qui a arrêté pour cette raison-là aussi. Et aussi pour l'aspect social. C'est vrai qu'il y a quand même ce côté... Tu sens que tu entertaines, tu vois, que tu divertis les gens et que ça apporte un côté positif. Mais moi je connais un créateur qui a arrêté alors qu'il était au top, tu vois, sur Twitch, qui a arrêté parce que tu vois Tu veux pas donner de nom ou tu veux donner non, je peux pas, parce qu'il veut pas. Mais en gros. S'il a arrêté. Non mais ouais, tu vois qu'il y avait ce côté, oui, je veux apporter quelque chose de plus utile, tu vois, à la société de manière générale et tout, et donc je me demande si, ouais, au bout de 10 ans, en fait,
des fois certains ressentent ça. Enfin, tu c'est- comprends c'est- ce sentiment. Tu sais que c'est grave marrant parce que j'ai grave ce sentiment. Des fois, je me dis, en vrai, je fais rien, tu vois. Genre, je sais pas, je me lève, je pourrais me lever à n'importe quelle heure. Je fais pas à manger, je fais que commander, tu vois. Je me sens nul, tu vois. Mais en fait, j'ai réalisé que là où, par exemple, j'aimerais bien être utile à la société parce que moi, je vois beaucoup, honnêtement, la souffrance à travers le monde, tu vois. Les inégalités, tout, c'est un truc qui me touche énormément. Et je me dis, ouais, je me sens grave impuissant comparé à ça, mais des fois, je me rappelle quand même que ce que je fais, même si pour moi, des fois, c'est rien, bah, ça permet à des gens de se sentir bien, de se sentir écoutés, de se sentir compris. Et je me dis, en vrai, bah, au moins, ça sera ça, ma contribution à la société. Au moins, mon métier, il a un sens pour moi. C'est quoi ta vidéo qui a le plus floppé selon toi? Du coup, pour préparer l'interview, on m'avait posé cette question-là et je sais que j'avais pas particulièrement pu répondre parce qu'en fait, on sort tellement de vidéos que j'oublie. Avant, par exemple, quand on avait une vidéo qui floppait, ça me touchait énormément, hein. Aujourd'hui, une vidéo qui floppe, en fait, on a tellement de rapatriement avec les autres vidéos que ça me touche plus, hein. Là, je t'avoue, par exemple, la dernière vidéo qu'on a sortie, c'est une vidéo où on passe 100 heures dans les villes du futur en Chine. Donc, il se passe énormément de choses pendant la vidéo et tout. Juste, je pense que peut-être la vidéo n'attirait pas tout le monde, peut-être que le contenu sur le futur et tout, ça n'intrigue pas tout le monde. Elle a pas performe alors que la vidéo est, je trouve, bien. En préparant l'épisode, j'avais noté voyage à 1 euro versus 1000 euros. Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est une vidéo, par exemple, on n'a pas compris. C'est-à-dire que le taux de clic est bon, le watch time est bon, vraiment, on est bien. Juste parce que j'ai l'impression que c'est la seule vidéo qui dure 15 minutes, là où les autres durent 25 à 1 heure. J'ai l'impression que YouTube l'a vraiment moins mis en avant, l'a étouffé un peu. Alors que les commentaires sont extrêmement positifs, que ce qu'on fait dans la vidéo, je trouve, est logique et divertissant. On fait du drift, on fait de la plongée, on fait des trucs comme ça. Je suis en mode. Et que tous les chiffres sont au vert, ouais. J'ai pas. C'est là, par exemple, avec mon équipe, on était en mode. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ok, pour qui? Pourquoi? Genre, qu'est-ce que c'est pourquoi? Ah, il y a des mystères comme ça. Ouais. Ouais, Des fois, ça le fait à l'échelle d'une chaîne. J'ai accompagné des créateurs qui, leur chaîne entière passe comme ça, alors que les stats sont bonnes sur les vidéos, les trucs sont bangers, ils investissent des dizaines, voire parfois des centaines de milliers d'euros parfois sur une vidéo, et le truc fait 50 000 vues, alors que c'est. Ah, ça fait mal, hein? C'est une masterclass, tu vois. C'est là où les gens peut-être ils voient pas, c'est que quand t'es créateur, ça, c'est un truc qui te draine mentalement. C'est de faire des concepts où t'as investi des mois, t'as investi une prod, de l'argent, t'as pris des risques. Des fois, il y a des créateurs qui prennent vraiment des gros risques avec leurs vidéos. Surtout aujourd'hui, là où c'est l'ère un peu des ultra prod, tout ça. Et ta vidéo, elle flop. Et le soir, faut que t'aies le mental, hein. Ouais. T'as pas faim, hein. Genre, c'est compliqué. Ah non, c'est terrible. Est-ce qu'il y a une collab que t'as regretté déjà? Ouais, il y en a une. Alors. C'est pas vraiment, je préfère le dire, c'est pas vraiment la marque le problème, c'est plus l'agence avec qui on avait collaboré. C'était une campagne pour Yop, voilà la marque de boissons au lait. Et eux, ils étaient, l'agence, elle était insupportable. Elle bosse, j'ai l'impression qu'ils avaient jamais bossé avec des youtubeurs. Ils ont fait n'importe quoi de A à Z. Je vais pas forcément m'étaler sur tout ce qui s'est passé, mais à la fin, c'est devenu vraiment n'importe quoi. C'est limite devenu genre faites absolument tout. On a dû refaire peut-être 5-6 versions d'une vidéo juste parce qu'ils demandaient tout le temps des modifications. Par exemple, à un moment, on avait fait les vidéos parfaites. Ils ont dit oui, mais la personne, elle n'est pas colorée. En gros, tu sais, ils essaient de te faire dire, en gros, ils voulaient pas être racistes, mais il était un peu, tu vois. Genre, en gros, ils voulaient pas des blancs, ils voulaient pas des hétérosexuels, ils voulaient des trucs comme ça. Genre, je suis en mode, mec, wow. Ça devient compliqué. Pourquoi vous ne dites pas ça avant? Pourquoi vous prenez pas des acteurs pour les vidéos? Parce que c'était des micro-trottoirs. C'est-à-dire que avec un collègue youtubeur, on était sur la campagne, on a dû déranger des plein de gens, alors que nous, c'est pas du tout notre contenu de base. Donc, faire du micro-trottoir à Châtelet pour leur demander des trucs de fou, tout ça pour gagner un Yop. Non, mais je suis au bout d'un moment, genre, s'il vous plaît, mais laissez-nous trouver les idées dans ce cas-là, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Et la marque, je suis sûr, on n'a absolument rien à voir avec ça, parce que quand j'ai demandé à l'agence, est-ce que je pourrais parler à la marque? Genre, donnez-moi le contact de la marque, parce que j'ai envie d'être sûr qu'on se comprenne les mêmes choses. Ils ont refusé, ils voulaient vraiment pas. Ils ont dit non, on vous donnera pas le contact, machin, mais. Enfin, je sais pas, vous avez un truc à vous reprocher? Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Et après, ceux-là, on n'a plus jamais bossé avec eux. Hein. Cette agence-là, elle était horrible. Vraiment. Ça allait au bout au final ou même pas? On l'a sorti, on a sorti le projet, mais on n'était même pas fiers. Hein. Genre, c'était nul. La vérité, on aurait pu faire un truc vraiment super, surtout que la marque est cool. On aurait pu faire vraiment un truc bien. Mais l'agence, elle a super mal géré la communication. Je sais que moi et mon autre pote youtubeur, on a dit, on bosse plus jamais. Plus jamais. Parce que du coup, on devait repayer des montages à chaque fois, on repayait des Uber pour aller à Châtelet tout le temps. C'était insupportable. Tout ça en plus pour déranger les gens. Enfin, ah ouais, j'ai trop la flemme. Rien à voir, mais j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Bah, comment est-ce que t'en es arrivé là, mais même limite ton enfance et tout, parce que si je me trompe pas, t'as grandi à Singapour. Ouais, j'ai grandi à Singapour. C'est pas commun pour un youtubeur français, donc est-ce que tu penses que ça t'a influencé ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses, on va dire, que t'as gardé de là-bas culturellement ou autre, ou juste ça change rien? Bah, Singapour, déjà, pour ceux qui voient pas trop c'est quoi, en gros, c'est un peu le Dubaï asiatique. C'est généralement un endroit où les gens viennent pour faire du business, et il y a toutes les nationalités là-bas. Et donc, moi, j'ai des parents anglais-français. Voilà, donc française pour ma mère, anglais pour mon père. Et du coup, quand on était là-bas, j'étais dans une école
française internationale. Donc je parlais français, je parlais anglais, ce qui était un avantage. Et en vrai, ça s'est ultra bien passé quand on était là-bas. Sauf que mon père, en fait, on y allait pour son boulot et à un moment, il s'est fait rapatrier en France. Et du coup, je suis arrivé en France et j'ai dû m'accoutumer aux Français. Alors, je vois comme il y a des différences, par exemple, au niveau de la civilité. J'ai l'impression que les gens en France, ils sont un peu plus... voilà, tu te sens un peu moins en sécurité, Ouais, tu vois. c'est Là-bas, chaotique. vraiment, c'est une folie. Hein. Je te dis un truc, mais par exemple, tu traverses au feu rouge, 600 € d'amende. Tu craches un chewing-gum par terre, t'as des coups de bâton par la police. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce niveau-là de sécurité. Ce qui est bien et pas bien en même temps. Parce que du coup, t'as très peu de liberté, mais au moins, t'es tranquille. Bah, pareil que Dubaï, tu vois, c'est le genre d'endroit, t'entends jamais parler de criminalité là-bas, tu vois. Ça va encore plus loin que Dubaï, ouais, du coup. Ouais, c'est différent. on va dire ça. Mais ce serait cool, Singapour. Vraiment, je conseille aux gens d'y aller. C'est vraiment très joli. T'es arrivé en France, donc tu parlais plus anglais que français là-bas. T'as dit que parlais t'as dû quand même- t'adapter au français. Je parlais les deux en vrai. Mais quand même pas mal français. Tu parles. À cause de l'école. Ouais. Ouais. Et du coup, c'était à quel âge que t'es arrivé en France? Vers 13-14. Ok, donc t'as commencé YouTube pas si longtemps après, en fait, au final. Ouais. Genre, en fait, T'as commencé à quel âge? 16-17, un truc comme ça, du coup? Ouais, je pense 16. Ouais. Je pense que j'ai commencé vers 16 ans. Moi, j'ai redoublé l'école 2 fois. Voilà, donc preuve qu'on peut réussir même en redoublant. Hein. Mais en fait, du coup, j'ai redoublé et en fait, j'étais déjà plus vieux, tu vois, que tout le monde. Donc déjà, ça, c'était un truc un peu bizarre. Mais j'ai quand même réussi à grave m'adapter. Attends, j'ai un truc, je viens de voir sur mes notes, c'est que t'étais en école Montessori. Oui, j'étais dans une école Montessori. Pour ceux qui savent pas, l'école Montessori, c'est l'école un peu où on vous donne toutes les libertés. Genre, tu peux venir avec ton chien en cours. Moi, je l'ai fait. Tu peux ne pas aller dans la classe si t'as pas envie d'y aller. C'est vraiment, ils te laissent une liberté de fou. Et je sais que des fois, c'est un peu trop et que des fois, c'est même mieux d'avoir un peu de règles. Mais par contre, ça te donne un esprit créatif et tu te sens beaucoup plus humain. Genre, la vérité, quand je suis passé après Montessori, parce que l'école a fermé à cause de problèmes d'argent, tout ça, des tournements de fonds, quand je suis allé en école publique, j'ai remarqué une vraie différence. Les gens ont plus la haine, ils sont plus individualistes. Même si moi, personnellement, j'ai pas eu de gros cas de harcèlement ou quoi, je sais que c'est là-bas qu'il se passe tout ça, alors qu'à Montessori, t'avais l'impression que c'était les bisounours, tout le monde était gentil et tout, c'est vraiment pas la même vibes. Donc ça marche un peu, en tout cas l'objectif. Moi, je trouve que ça marche, ouais. Je saurais pas citer tous les objectifs de l'école Montessori, mais en tout cas c'est un peu ça quoi quand même. Bah, en gros, ils t'apprennent un peu Ce côté plus... très bienveillant et positif. Bah, Globalement. ils t'apprennent à ta manière. C'est-à-dire que par exemple, pour vous résumer, c'est très rare les cours où par exemple, t'as un tableau et t'as un prof qui va parler pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, c'est très difficile de se concentrer comme ça, tu vois. La plupart des élèves décrochent à l'école. Bah là, en fait, c'est juste, t'as un emploi du temps, tu vois, avec des exercices à faire sur des pages. Tu les fais. Quand t'as fini, tu vas voir le prof qui est assis quelque part. Tu lui montres. S'il valide, il te coche ton truc. Et après, tu peux le faire à ton rythme. Si par exemple, il y a des jours où t'as pas envie de bosser et tu les fais pas, l'important, c'est qu'à la fin de l'année, tout soit complet. Tu fais comme tu veux. Genre, des fois, tu peux te taper des délires. Tu peux te dire, vas-y, je vais faire tout full bosser maintenant. Et tu vois, ça t'apprend à un peu être organisé par toi-même. Tu vois Mais ce que c'est je veux énorme, dire? sauf que t'as 11 ans quoi. Ouais, mais ça marche bien. En vrai, franchement, c'est pas une. Il y a beaucoup de gens qui critiquent parce qu'ils pensent que c'est un truc où vraiment c'est du grand n'importe quoi. Mais même si ça peut avoir l'air des fois, je trouve que c'est quand même ultra bienveillant comme approche parce que c'est beaucoup plus toi à moi, tu vois. C'est pas genre t'es dans la masse et tu dois suivre au rythme des autres. Tu le fais à ton rythme à toi. S'il y a des trucs où tu galères, t'auras une aide un peu plus personnalisée. Forcément, ça coûte de l'argent. Mais si par exemple l'élève il a un peu du mal, on va dire dans le système public, il a un peu du mal à se faire des amis, il se sent pas compris et tout. Là-bas, tu te sens beaucoup plus compris. C'est différent en fait. T'es la première personne qui a fait ça. T'es resté combien d'années, enfin que je rencontre, j'allais dire, pardon, je termine ma phrase. Je pense que je suis rentré. Ouais, je suis resté en tout, parce que je l'ai fait 2 fois, je suis resté peut-être 5 ans en tout, ouais. Ah oui quand même, donc t'as Ouais. une vraiment bonne expérience quoi de Ouais. l'école Montessori. Et, C'est grave cool. et du coup tu recommanderais, je sais pas, à des futurs parents ou des parents de mettre leurs enfants dans une école Montessori? Bah, si vous voulez que l'enfant évite, on va dire, peut-être la haine ou l'angoisse du système scolaire public, qui peut être un peu difficile pour certains, je le recommande. Après, si vous n'avez pas les moyens, parce que ça coûte quand même très très cher, je vais pas vous mentir, ne le faites pas, mais juste mettez votre enfant dans un endroit safe, quoi. Genre, et surtout, écoutez-le. Si l'enfant il vous dit que ça va pas à l'école, il faut pas se dire, ouais, c'est juste parce que c'est un fainéant, il veut pas bosser. Des fois, c'est juste que c'est compliqué de sociabiliser avec les autres humains, quoi. Ouais, socialement On va dire. parlant, ouais. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ce problème, mais je sais qu'il y en a qui galèrent, tu vois, à sociabiliser quand les gens ils sont, bah, tu sais, ils rigolent de toi tout le temps. Il y en a, ils ont pas la carapace, tu vois, pour aller au-dessus de ça. Bien sûr, ouais. Mm. Ça coûte combien? Tu disais que ça coûtait cher, j'ai aucune idée là pour le coup. Moi, je sais qu'en général, je crois qu'on était à 10 000, 15 000 l'année, un truc comme ça, ouais. Donc pour certaines personnes, pour même beaucoup de gens, c'est très très cher, on va pas se mentir. Pour les enfants bas âge, c'est les prix qu'on voit souvent dans les études supérieures. Mais... Et ça peut aller loin, hein. Genre généralement tu peux commencer même maternelle, ça peut aller jusqu'au lycée, tu vois.
jusqu'à avoir le bac. Les diplômes sont reconnus d'ailleurs. C'est juste, voilà, ils les font d'une autre manière, mais c'est reconnu aussi. Trop bien. Et tes parents, ils faisaient quoi, du coup Mon père, il travaille dans la banque. J'ai jamais exactement compris ce qu'il faisait. Je crois à un moment, il vendait des énergies, genre le pétrole, tout ça. J'ai pas très bien compris. Ma mère, elle travaille dans le cinéma. Trader s'il vend des énergies. Tu vois Il est trader s'il vend des énergies. Mais il a fait tellement de choses en fait Ouais. dans la banque. Banque J'avoue, d'investissement, il a bossé D'où pour Singapour, toutes du les coup. grosses banques. Il a bossé pour elles. D'où Genre, Singapour. Ok. Donc il a fait ça. Et ma mère, avant qu'elle s'occupe de moi et mes frères, parce que j'ai un petit frère et un grand frère, avant qu'elle s'occupe de nous, elle était dans le cinéma. Elle s'occupait de toute la partie sous-titrage, traduction des films. Donc, Ah, trop bien. ouais. Du coup, il y a audiovisuel. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu sois allé ensuite dans l'audiovisuel ou pas du tout? Bah, mes parents sont artistes quand même, dans l'âme. Genre mon père, très musique, il joue trop bien de la guitare, c'est un gros passionné de ça. Ma mère, c'est plutôt la peinture. Et du coup, ouais, je pense que ça a permis d'éveiller un peu mon esprit créatif, d'avoir des parents qui sont à fond, ça écoutait tout le temps de la musique, c'est bien, ça m'a donné beaucoup de références, ouais. Trop bien. Et du coup, ils t'ont soutenu quand tu t'es lancé sur YouTube? Ouais, franchement, ils ont jamais... Ma mère a été plutôt en mode, fais YouTube, fais tes études en parallèle, et après je te lâche. Tu vois, et c'était tout le temps comme ça, jusqu'à ce qu'arrive un moment où j'ai dit, bon bah là c'est bon, j'ai fait bac plus 3 et tout, en vrai ça me sert à rien, YouTube c'est déjà mon métier, viens j'arrête, mais mes parents m'ont globalement toujours soutenu pour YouTube, ça les a pas dérangés du tout. Ok, mais ouais, il fallait juste négocier un peu le fait de garder le parachute Ouais. du diplôme, enfin du coup bac plus 3 là, en l'occurrence. C'était quoi? T'as fait une licence du coup? J'ai fait, de base je vais faire un master, mais j'ai arrêté, donc pour la licence je me suis arrêté à la 3e année, sur game design, jeux vidéo, tout ce qui touche à la 2D, 3D, créer des jeux. Voilà, parce que je me suis dit, en vrai, je faisais des vidéos gaming, donc je connaissais très bien l'industrie du gaming. Donc forcément, je me suis dit, je pouvais bosser là-dedans. Et c'est un peu artistique et tout, je préfère. Et après, quand t'es passé de cette étape-là, on va dire, de ce niveau-là, à ensuite avoir des partenariats avec Universal, etc., comme tu disais, ouais, Ouais. forcément, là, du coup, au bout d'un moment, ils ont dû comprendre encore mieux, on va dire, ce que tu faisais. Moi, mes parents, en vrai, ils ont compris assez vite quand même. Ok. Franchement, ils ont jamais été contre le fait que je fasse des vidéos sur YouTube, ils ont été vraiment réactifs. Je vais pas dire que, en fait, vu que je faisais ça dans mon coin, ils regardaient pas forcément tout, ils s'en foutaient un peu. Et quand ça a commencé à devenir sérieux, ouais, ils ont pas mal soutenu. Genre par exemple, mon père, quand il voyait des trucs dans les journaux, tu vois, de bourse et tout sur YouTube, il m'envoyait les photos, tu vois, comme des trucs que je savais déjà, mais c'était marrant. Ma mère, par exemple, elle regarde toutes mes vidéos. Genre sur la chaîne principale du moins. Et donc c'est aussi d'ailleurs un truc qui fait que je suis obligé d'être impeccable en vidéo parce que la famille elle regarde. C'est vrai, hein, genre pareil sur Instagram, je sais qu'il y a ma famille qui regarde et tout ce que je poste, donc je peux pas poster n'importe quoi, je me dois de les rendre fiers en fait. Je veux pas être la tâche de la famille, donc c'est ça. Forcément. Les journaux de bourse sur YouTube, t'as dit, c'est quoi ça? C'est en gros, tu sais, il ouvre genre un journal par exemple, je sais pas... j'ai n'importe quoi, les échos, n'importe Ouais, quoi. ouais. Et tu sais, il y a toujours une catégorie bourse. Et des fois, ça parle de YouTube, tu sais. Genre en mode, ça parle, ok, je savais ça pas. parle des statistiques. Des fois, ça parle même de Squeezie, ça parle de trucs comme ça. Ça parle de trucs assez sérieux, ça parle de chiffres. Ah, dans la presse économique, Dans financière. la presse économique. Ok, je savais pas, c'est pour ça que je posais la question. J'aimerais après terminer quand même sur la partie recrutement parce que j'ai l'impression que c'est un gros facteur du fait que tu en es là aussi aujourd'hui, c'est que tu as réussi à très bien t'entourer, très bien recruter. Ouais, Donc, après, c'était peut-être pas sur les- forcément simple tout le temps. Bien sûr, c'est pour ça que je. C'est quoi? Je vais te donner Vas-y, allons-y maintenant. Je vais te donner un exemple d'un truc qui m'est arrivé. J'ai un ami du milieu, voilà, qui m'a présenté quelqu'un. Et cette personne, elle est arrivée et elle a commencé à me dire, moi, je fais 1 million de CA à l'année, j'ai des marques de vêtements machin, je gère des chaînes YouTube. Bref, le mec parfait, quoi. Il gère plein de trucs et tout. T'as grave confiance en lui. Un créateur? Pas vraiment, on va dire Ouais. plus un mec de l'ombre, on va dire. Et le gars, tu sais, il avait l'air d'être super fort dans ce qu'il faisait. Du coup, je me suis dit, bah, on va lui faire confiance, on va bosser avec lui pour des projets, pour monter une marque de vêtements, pour des trucs comme ça. Et des fois, il dormait chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que moi, j'ai une collection très importante de cartes Pokémon. Genre là, on parle en 6 chiffres, voilà. Ah ouais. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, bah, il y a des cartes qui disparaissaient, tu vois. Et après, je me suis dit, j'en ai tellement, juste elles sont perdues et tout. Et à un moment, avec mon manager, on s'est dit, viens, on met toute ta collection sur la table, juste on regarde, tu vois, pour le plaisir. Et on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'objets qui ont disparu, tu vois. Et à la fin, il manquait plus de 10 000 euros. Et en fait, on a réfléchi, on s'est dit, mais qui vient ici? Qui peut potentiellement faire ça? On a interrogé chaque personne qui venait régulièrement. Et jusqu'à ce qu'on ait tombé sur lui, en fait. Et carrément, le mec, à un moment, il a même avoué, en fait. Il a avoué, il a volé les cartes, il les a revendues dans des boutiques à Paris. Parce que moi, du coup, je connais des gens dans le milieu Pokémon, donc j'ai appelé. Et quand j'ai décrit potentiellement le revendeur, ils ont dit, ouais, il est bienvenu chez nous, il a bien revendu ces cartes-là. Terrible. Et du coup, je les ai bien récupérées, en vrai. Et tu vois, c'était le genre de truc où, par exemple, tu vois, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Genre, le mec, je lui ai donné
bras ouverts le truc. D'ailleurs, on a appris plus tard qu'il racontait n'importe quoi. Il a jamais fait 1 million de CA. Le gars, il vit pas du tout comme il dit. Et en fait, ça, c'est un truc que je peux donner comme conseil. Faites attention, bien évidemment, à qui vous entourez et donnez pas trop d'accès directement. Moi, j'ai ce défaut-là de faire trop confiance aux gens rapidement. Et là, par exemple, ça m'a vraiment fait mal. Même pas pour la valeur des cartes et tout. Déjà, parce que je le considérais comme un pote, tu vois, pendant cette période-là. Du coup, tu te sens trahi. Et aussi parce que je sais qu'il y a honnêtement des cartes que je récupérerai jamais. Elles sont beaucoup trop niches, tu vois. Elles se vendent pas. Putain, je connais pas du tout, moi, ce monde-là, mais quand t'es à ce niveau-là, enfin que t'as une collection à 6 chiffres, t'as des assurances ou même pas Là, je t'avoue, je place à partir de la semaine prochaine tout en banque. Parce que j'ai trop peur. J'ai parlé avec beaucoup de gens du milieu Pokémon qui m'ont dit, mec, t'es un grand taré de laisser ça chez toi. Forcément, c'est relou parce que du coup, c'est relou d'être dans un monde où t'es obligé de faire ça. Mais bon, si c'est pour la sécurité. Dans un monde ou dans un pays. Ouais, c'est peut-être triste. qu'à Singapour. Ouais, je pense. Ouais. C'est relou, mais tu vois, ça, c'est un exemple mauvais. Après, à l'opposé, du coup, des fois, par exemple, mon manager, tu vois, je lui ai fait confiance parce qu'il m'a prouvé qu'il savait faire des choses. Il m'a pas vendu du rêve. Il m'a montré ce qu'il savait faire. Il m'a montré pour qui il a bossé. Et forcément, quand ça marche bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, viens dans la boîte. Viens, on bosse vraiment, tu vois. Et donc, niveau du recrutement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour la boîte de prod, en gros, qui gère tous nos montages, en fait, on voit qu'ils bossent bien, qu'ils bossent vite. C'est pas tout le temps parfait, bien évidemment, tu vois, parce que les monteurs, c'est des humains. Des fois, ils font des erreurs, c'est normal. Mais en fait, vu qu'ils sont réguliers, qui nous cassent pas les couilles, qui sont professionnels, qui nous envoient bien des factures, qu'on a aucun problème avec eux, on a confiance en eux, quoi. Bien sûr. Et c'est toi qui allais recruter tes collaborateurs ou c'est souvent eux qui venaient à toi pour te proposer de bosser avec toi? Souvent eux qui viennent à moi. Souvent des candidatures spontanées, quoi. Ouais, c'est les gens. Après, tu fais le tri un peu. Ouais, des fois, ils viennent, ils me disent, mec, genre, j'aimerais bien bosser avec toi, je peux faire ça. Et si ça m'intéresse, je dis oui. Aujourd'hui, honnêtement, on est tellement dans la boîte que ça sert à rien. Oui. Tu vois, j'ai pas besoin de plus de gens. Mais à terme, peut-être que je recruterai plus, ouais. Si on développe les chaînes et tout. Ton associé, c'était comment, pardon tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré parce qu'à la base, c'était marrant parce qu'on était au lycée ensemble. Après, on s'est perdu de vue. Il a fait ses propres études. Moi, j'ai fait les miennes. Et en fait, à un moment, lui, il bossait sur des trucs pour le cinéma, surtout, pour Netflix, des trucs comme ça. Et il a vu que ma chaîne, elle a quand même bien grossi depuis la dernière fois. Et à ce moment-là, il avait rien à faire pendant quelques mois. Et du coup, il s'est dit, viens, on va bosser sur une prod. Et c'est d'ailleurs là que ça a commencé. Par exemple, la vidéo Five Nights at Freddy dans la vraie vie, c'est lui qui l'a produite. C'est lui qui a tout géré de A à Z. Et donc, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais mec, viens, on bosse ensemble, en fait. Et après, il est resté. Et depuis, ça fait genre 2-3 ans qu'il est à 100% dans la boîte. Ouais. Trop bien. Et ça, du coup, si c'est pas indiscret, mais je pense que c'est intéressant pour plein de créateurs qui peuvent avoir aussi des sujets de confiance comme ça. Est-ce qu'il est associé aujourd'hui dans ta boîte, c'est-à-dire qu'il a des parts, ou est-ce qu'il a pas de parts, mais il a un intéressement, on va dire, sur, je sais pas, le chiffre d'affaires ou le bénéfice? Comment vous avez aligné un peu vos intérêts? Parce que du coup, il a un rôle crucial, c'est presque ton double, tu vois. Enfin, il a un rôle aussi important que le tien, quoi. S'il est pas là, c'est la galère. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, il m'a demandé un salaire, tu vois, genre un fixe par mois. Je lui ai dit OK. Il m'a demandé un chiffre, j'ai dit OK. Et plus ça va dans le temps, plus on fait de bénéfices, plus je l'augmente. Parce qu'en fait... Mais c'est que en fixe. Ouais, c'est toujours un fixe parce que je sais que c'est important, même pour lui, pour je sais pas, sa vie, pour avoir un appart ou une maison ou quoi. C'est important d'avoir un fixe. Et juste, en fait, le fait de l'augmenter, pour moi, dans la boîte, c'est plus on grimpe, plus tout le monde grimpe. Trop bien. Tu vois, c'est la mentalité... parce que je juge... Rayton, c'est pas une personne, c'est une idée, mais c'est surtout des gens qui bossent autour. Pour moi, les monteurs font autant partie de la chaîne, les graphistes aussi. Pierre, il fait partie de la chaîne. Tous ces gens-là font partie de la chaîne. Si c'était pas là, il y aurait pas tout ça. Donc, moi, je dis souvent « on » quand je réfère à Rayton, parce qu'en fait, on est plusieurs dans la société. Il faut penser à tous ceux qui sont derrière, qu'on oublie souvent. Tu vois, et c'est ça, en fait, ouais. Mmh. Oui, aujourd'hui, tu as vraiment ce rôle d'incarnant, mais c'est vrai qu'il y a, du coup... Ouais, si un jour, par exemple, je dis n'importe quoi, on fait 3 millions d'euros par mois, crois-moi, il va bien manger, hein. C'est l'objectif. Plus je monte, plus il monte. Et d'ailleurs, pour généralement tous ceux dans ma boîte, pareil, tu vois. Trop bien. Je suis trop content parce qu'on a vu là, du coup, dans l'échange, tous les bons côtés, on va dire, de ta carrière, du fait d'être créateur et tout, mais aussi plein de plus mauvais côtés, on va dire, ou de passages plus difficiles. Ouais. Mon but avec cette émission, comme je te disais en off avant aussi, c'est aussi de montrer un peu la réalité, tu vois, avec les bons et les mauvais côtés de ce métier-là. Derrière le rideau. Derrière le rideau, exactement. Et pour aussi sortir parfois, même si c'est de moins en moins le cas, mais de ce cliché, tu sais, du youtubeur un peu flemmard une fois qu'il a réussi, c'est-à-dire riche et célèbre, le mec il poste un truc, il fait des vues, il est payé 15 000 balles pour une story, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ce cliché-là qui encore une fois est
existe de moins en moins, j'ai l'impression, pour le mieux, mais qui existe quand même encore. Pourquoi est-ce que les gens pensent ça, selon toi? En fait, sur le papier, tu vois, si tu pars uniquement sur des faits, c'est vrai que des fois c'est compliqué. Par exemple, moi, ma copine, elle est en études de droit, le barreau, tout ça, avocat, des trucs très sérieux. Je la vois bosser, tu vois, galérer, faire des trucs super importants. Et moi, en parallèle, le même jour, je fais une vidéo Roblox. Tu vois, où je joue à Roblox. Forcément, tu te dis, il y a un problème. Tu vois, sachant que le gars, il gagne plus en faisant ça que des gens qui font des études ou des médecins et tout. Ce qui est, je trouve pas logique, mais on se comprend. Mais ce que les gens voient pas, c'est l'investissement derrière, les risques, le fait que ça fait quand même des années que le gars, il charbonne, qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a de l'investissement énorme en vidéo, qu'il y a le mental d'échouer. Parce qu'en fait, un truc, moi, je suis un mec, je ridais beaucoup. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de skate, de BMX, trottinette. Un truc que ça m'a appris, ça, c'est échouer, ça permet de réussir. Parce que quand tu fais des journées où tu vas faire 100 fois la même figure pour la mettre qu'une fois, pour la plaquer qu'une fois, et c'est ça, tu vois. Il faut réessayer. Et ça, c'est un mental que tout le monde n'a pas. Il y en a, par exemple, qui sont plus confortables dans les études, avoir un travail stable. Et il y a les youtubeurs, par exemple, eux qui sont un peu plus dans la one life. On ne sait pas exactement. Ça se trouve, le mois prochain, je suis plus personne, il n'y a plus rien, j'ai tout perdu. Et c'est ça, en fait, le truc où les gens ne voient pas la difficulté des youtubeurs. C'est le mental, en fait. Il y a toujours un revers de médaille. Je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Tout le monde est en mode, ah ouais, trop bien. Enfin, tu vois, bon, forcément, quand t'atteins. Ouais, c'est vrai, dans l'entrepreneuriat en général, ouais. Ouais, enfin, tu sais, genre, ah ouais, le mec est milliardaire, etc. En fait, je pense que quelle que soit la situation, ou même des giga célébrités dans le cinéma, dans la musique ou autre, il y a toujours un revers de médaille, je pense, à payer. Enfin, d'ailleurs, on l'a vu avec plein de célébrités il y a tellement de gens qui, sur le papier, réussissent et qui finissent mal quand même, tu vois. Mais, alors, qui finissent mal, moi, j'aurais plutôt vu justement les. Moi, j'essaie plus de penser aux success stories, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est marrant de voir. Qu'il y a malheureusement encore des gens qui pensent que voilà, c'est un easy métier, quoi. Juste parce que t'es belle, tu vas percer, ou juste parce que, enfin, tu vois, je veux dire, qui voient pas forcément le revers de la médaille de la création de contenu, quoi. C'est du travail des idées. Par exemple, je sais pas si tu sais, mais la personne qui actuellement est PDG de Nvidia, son premier taf, c'est KFC. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est une boîte valorisée à plusieurs milliards. Le mec, il a bossé pour en arriver là. Faut pas se dire, c'est un boss de société, il fout rien et il exploite ses employés. Il a dû faire des sacrifices de ouf. Dans mon cas, j'ai fait des sacrifices en n'allant pas à des soirées, en voyant très peu mes potes pendant des moments et tout, pour vraiment uniquement charbonner. Tous ces sacrifices ont fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre ça. Mais c'est super important de pas oublier ça quand même. Enfin, c'est sûr que si tu regardes que le youtubeur maintenant, que tu regardes des mecs, par exemple, tu te dis, ouais, il fait des vidéos réactions, ça lui prend 30 minutes peut-être par jour. Et il gagne plus que moi, c'est pas logique. Mais il voit pas tout le derrière de ce qui s'est passé, tu vois, pour en arriver là. C'est ça, en fait. Le chemin qu'il y a eu avant, et aussi le revers de médaille une fois que t'es en haut, quoi, on va dire la situation qui est atteinte. Ouais, que c'est pas forcément sécurisé. Aujourd'hui, peut-être un peu plus, parce que forcément, on a bien investi, donc je pense que ça ira pour les prochaines années tranquille. Mais il y a toujours ce risque aussi de tout perdre. Plus t'es haut, plus la chute elle fait mal, tu vois. Mais même quand ça fait longtemps que t'es là et que t'as eu le temps d'assurer tes arrières, je pense à, je sais pas, un Squeezie par exemple, je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient absolument pas de la vie de Squeezie dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est oppressant. En termes de rythme, en termes de pression, en termes de tout, de responsabilité. Et surtout, dans le cas de Squeezie, même aussi ça on oublie trop, mais des gens intéressés. Oui, le nombre de gens. Il y a plein je trouve que quand t'as pas le côté célébrité amplifie énormément ce côté-là, je trouve. Quand t'es juste entrepreneur, je trouve que t'as moins ce côté-là, à moins que tu sois Jeff Bezos, tu vois, où là forcément, bon, voilà. Ouais, je t'avoue, ça c'est compliqué, hein, le nombre de fois où, tu sais, tu peux te faire, malheureusement, des fois, michto, toutes les meufs sont pas comme ça, mais ça arrive. Les gens qui sont là que pour te gratter, genre, ils sont potes avec toi tant que tu leur payes des trucs. Ouais. Mais genre dès que tu leur payes pas un truc, ils sont en mode mais t'es un clovard, tu vois, genre c'est pas cool, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi ça va, j'ai été épargné de ça en vrai. Enfin toi ça t'arrive souvent, ça t'est arrivé souvent. Ouais, aujourd'hui quand même, je reste avec mes potes de base. En fait finalement je suis resté avec les mêmes depuis le début. J'ai la même team. Je préfère cette mentalité là, tu vois, un peu à la Orelsan, qui est resté avec la même équipe depuis le début. Ils sont tous grandis ensemble et aujourd'hui regarde où ils sont. Tu vois, moi j'aime bien cette mentalité là de grandir avec son équipe. Mais c'est vrai que pour les gens au quotidien et tout, des fois. Je sais pas, c'est un peu difficile, tu vois, ce truc mental de se dire que tout le monde peut vouloir te gratter quelque chose alors que toi, de base, tu fais juste des vidéos tranquilles, tu vois. C'est vrai. Mais moi, je dis, ouais, les youtubeurs, après, ça dépend. Il y a des youtubeurs qui, oui, foutent rien, effectivement. Et il y en a d'autres qui full charbonnent. Tu peux pas comparer. Par exemple, un mec qui fait, par exemple, je sais pas, des vidéos où il va te lire les dramas du jour, forcément, proportionnellement, charbonne beaucoup moins qu'un MrBeast, tu vois. Que lui, il n'a pas de vacances. C'est un fait. Ouais. Oui, pareil, MrBeast, est-ce que sa vie est enviable? Je ne pense pas. Enfin, moi, je pense que j'aimerais pas sa vie perso. Ça dépend des gens, tu vois. Ouais. Toi, t'aspires à ça? Enfin, c'est une grande inspiration au-delà de la partie vidéo, enfin, la partie créative, mais son lifestyle, on va dire.
t'inspire de ce que tu vois? J'aime bien le côté MrBeast, le côté entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il a compris que YouTube, pour gagner beaucoup d'argent dans son cas, c'était pas assez. Donc il a créé des marques. Il a été un des premiers YouTubeurs à créer par exemple un fast-food. Après, il a sa marque de chocolat. Il a une sorte de site internet qui s'appelle ViewStat qui permet d'analyser les stats des créateurs de contenu et tout en détail. Là, il a annoncé un truc par semaine. Il a annoncé Viro, il a annoncé MrBeast Financials. Là. Ouais, une banque. Ouais. Tu vois. Alors, je dis pas que tous les créateurs devraient faire ça, mais on faut respecter quand même le côté entrepreneurial du fait que ce mec a pris des risques de fou en réinvestissant tout à chaque fois. MrBeast, enfin peut-être vous vous rendez pas compte, mais il gagne pas autant que ce qu'on pense parce qu'il investit tellement dans ses vidéos, c'est colossal. Il a plus de 1000 employés, c'est trop difficile en fait. Tu vois, tout le monde n'a pas envie de fonctionner comme ça. Mais il faut respecter l'humain et ouais, le côté entrepreneurial. Moi, à un moment, j'étais grave trop influencé. Je pense que beaucoup de youtubeurs ont eu ce truc-là avec MrBeast, de faire du MrBeast. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils faisaient plus vraiment leurs vidéos. En fait, ils faisaient une copie cheap de MrBeast. Je pense que le mieux, c'est de s'inspirer, garder les bons trucs, par exemple, je sais pas, les effets de transition, les voix off, les intros, mais quand même rester son propre créateur. En fait, long terme, même si ça peut percer plus rapidement, les gens, je pense, sont plus attachés à ça, tu vois, pour une carrière long terme, encore une fois. Je pense que ça se sent, en tant que créateur au tournage, que c'est pas vraiment toi. Si c'est pas ce que t'aimes vraiment profondément faire, tu vas te cramer, comme tu disais à un moment. Et les gens le ressentent aussi, quoi. Et puis ceux-là, c'est aussi juste au bout d'un moment, si toutes les vidéos sont pareilles, c'est relou, quoi. Bah ouais, ça a été pour la MrBeastification de YouTube a vraiment fait mal pour cette personne à la plateforme parce qu'il y a des mecs qui fonctionnaient déjà très bien, qui ont voulu fonctionner encore mieux, et tu te brûles les ailes en fait. Quand tu deviens une copie du truc, c'est moins bien. Inspirer, il n'y a aucun problème. Tu peux t'inspirer, tu peux refaire le même concept qu'une autre personne. Si tu le fais à ta manière, avec ta personnalité, là c'est bon, tu vois, moi je pense. Il vient d'où le pseudo Rayton? Rayton, alors c'est mon nom de famille. Donc moi je m'appelle Raynor, enfin Charles Raynor. Et donc je voulais qu'il y ait un peu mon nom pour le côté un peu authentique. Donc je suis moi-même. Et après on s'est dit il nous faut un truc un peu gamer tag. Et du coup pour le pseudo, à la base on voulait mettre Raycon en référence à Ghost Recon. Et en fait on s'est dit les Français ils vont dire Raycon. Donc ça va pas le faire, donc on s'est mis Rayton, ça sonnait bien, ça se fait un peu... C'est en plus une référence à Naruto aussi, donc pouvoir de la foudre, tu dis tout on, ça. mais au début t'étais tout seul pendant très longtemps, jusqu'à... Ouais, alors je dis on, parce que mon pseudo je l'ai trouvé avec mon grand frère. Anecdote, on était à Hawaï, voilà, pour des vacances, et on regardait des vidéos de David Lafarge, avec à l'époque Miss Jirachi, on était grave là-dedans, j'ai toujours été dans les cartes. Pokémon, ouais. Et avec mon frère à l'époque, on s'est dit peut-être que mon pseudo était un peu trop bizarre, genre mon pseudo c'était Ice to Kill, parce que c'était une référence à un joueur de World of Warcraft qui s'appelait Ice to Meet You. Et vu qu'à l'époque je faisais que du World of Warcraft, quand j'ai voulu rebrand et changer complètement ma chaîne, on s'est dit on repart sur un nouveau pseudo et c'est mon grand frère qui a trouvé le pseudo avec moi. Ouais. Effectivement, plus brandable, on va dire, Rayton. Ouais, ça semble à prononcer plus. Ouais. 6 lettres, c'est plus rapide. Ok. Ah, il y a quand même un vrai truc. Enfin, tu sais, des fois, il y a des pseudos qui n'ont pas trop d'explications. Là, celui-là, l'histoire est cool. J'aime bien, c'est validé. Ok, cool. Pour moi, c'était vraiment tranquille. Ouais. Ok. Ah, trop bien. Bah, merci beaucoup. On arrive en fin d'épisode. Merci à toi. Malheureusement. Bah, merci à toi. C'était trop bien. En plus, t'as donné une énergie folle. C'est incroyable. Terrible. Bien refait. Un vrai échec. Voilà. Non, c'était trop bien, franchement, merci pour tout. J'ai envie de faire un épisode 2 carrément, tellement il y a de choses à dire, j'ai l'impression. Ouais, dites-nous. Bon, de toute façon, voilà, pour on mettra tes 6 chaînes en description, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les 6. Merde, tu peux faire ça. Non, on a presque fait un perfect. Non. Dernière question pour toi que je demande à tout le monde, c'est maintenant que tu t'es prêté à cet exercice-là, qui j'espère a été différent de ce que tu as pu faire avant et tout, toi qui as l'habitude d'être souvent invité, qui est-ce que tu verrais, tu vois, à ta place, tu vois, pour une émission comme celle-ci? Comme prochain créateur? Ouais, dont t'aimerais découvrir un peu les dessous, tu vois. Par exemple, un créateur que je trouve quand même intriguant, bon après c'est mon pote aussi, mais c'est Tom ASMR, parce que lui fait de la ASMR, mais pas comme tu penses. C'est-à-dire que c'est de la ASMR plus. Ouais. Le gars, il est à travers le monde, il fait des dingueries tout le temps, il fait des trucs IRL un peu à la iShow Speed. C'est littéralement le iShow Speed de l'ASMR. En ASMR, c'est la même chose. Folie. C'est même beaucoup plus drôle que tranquillisant, honnêtement. Donc ça, par exemple, vu que c'est le seul à faire ça au monde avec cette proportion-là, je pense que ça peut être intéressant de voir ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est pas connu de tout le monde. Après, en créateur qui, je pense, a tellement de choses à raconter, mais en fait, il en parle déjà tellement, c'est Fuse, en vrai, la vérité. Et sinon, un créateur qui pourrait être intéressant, dont les gens ne parlent pas trop, et qui pourrait peut-être avoir des choses à dire, un mec qui doit être super chaud en entrepreneurial, je pense Fast Good Cuisine. Ah ouais, de ouf. Je pense que lui, en termes entrepreneurial, YouTube, lui, par exemple, c'est devenu un peu un disciple de MrBeast. Je crois qu'ils sont fit ensemble à un moment. Lui, par exemple, il a bien réussi à prendre ce tournant
faire de la copie sans que c'est de la copie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vraiment de Avec l'inspiration. son ADN food et cuisine, quoi. Ouais. Ouais. Et le fait qu'il ait développé Pepe Chicken, que je consomme toutes les semaines, donc crois-moi, je vais lui donner un chèque à ce mec. Hein. Je pense que c'est intéressant, entrepreneurialement parlant, de parler à lui. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Très vrai. Et Tom ASMR, très bonne ref. Moi, je l'ai jamais rencontré directement, mais je connais bien une partie de son entourage, du moins. Roxane ASMR, de qui je suis très proche. J'ai des projets avec Altean aussi, je crois. Enfin bref, de toute façon, tous les créateurs et créatrices ASMR, ils traînent ensemble un peu. Ils sont pas beaucoup, hein, donc ouais. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Faut que je lui propose. J'adorerais le recevoir aussi. Ouais. Merci beaucoup, Charles, du coup, d'être venu encore une fois. On va clôturer ici, les amis. Merci de nous avoir écoutés ou regardés jusqu'ici. Encore une fois, mettez des commentaires si vous avez des questions, des réactions. N'hésitez pas. On répondra, ou du moins, je regarderai à minima. Et s'il y a vraiment des questions de fous auxquelles je ne peux pas répondre. Abonnez-vous à mes 47 chaînes. Ouais, voilà. Tout est en description, évidemment. Merci beaucoup et à très vite sur Solocrea. Ciao, ciao. Petit rappel, vraiment tout petit, juste pour te dire que si tu es freelance et que tu cherches de nouveaux clients, ou si tu es créateur et que tu cherches le futur diamant de ton équipe, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solocrea.